Après, ça peut être pire. Regarde, tu peux avoir un prix spécial comme Bigan, une gommette papillon et merci, au revoir, à la prochaine. Tom Hardy joue un grand taiseux mutique. On est là pour ça. Et c'est le prix du scénario pour les frères Dardenne. Wesley Wales Anderson, de son vrai nom, le petit Wesley. Il a des thématiques qui reviennent très souvent et qui ont mûri avec lui. C'est un fromage en fait. C'est vraiment le plus mauvais film de Joachim Trier ? Oui. Merci madame. Est-ce que ce serait pas le plus bel exemple de la conjuration des hypocrites ? Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Votre mission, si vous l'acceptez, débriefer le palmarès cannois et débattre de 2 films de la compétition officielle fraîchement sortis en salle, Jeune mère des frères Dardenne, prix du meilleur scénario, et The Phoenician Scheme de Wes Anderson, reparti bredouille, mais on répare l'injustice en consacrant notre focus du jour au réalisateur. Impossible n'est pas Tom Cruise, Ethan Hunt, son double de fiction, a lui aussi fait escale sur la Croisette à l'occasion de la projection spéciale du dernier opus de Mission Impossible, The Final Reckoning. Et puisque comme lui on est adepte des grands écarts, nous reviendrons également sur Hot Milk, premier long métrage de Rebecca Linkiewicz, qui a fait sensation dans un autre festival de premier plan, Berlin. Qui dit Berlin dit Eurotrip. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, c'est normal, mais restez jusqu'à la fin, Laurent et Yuri accorderont une carte blanche qui promet d'être aussi bruyante et régressive que le film. Silence moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action. Et je commence l'émission par dire bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs, puisqu'on a eu beaucoup de nouveaux auditeurs pendant le Festival de Cannes. Donc vraiment, on est très heureux de vous rencontrer. C'est pas vraiment la bonne expression, mais que vous soyez parmi nous. Si c'est la première émission que vous écoutez, émission entre guillemets normale, c'est-à-dire pas nos petites comment on appelle ça, pastilles cannoises, nos vraies émissions. Nos émissions sont toujours un peu structurées de la même manière. Globalement, c'est une émission hebdomadaire. Toutes les semaines, on revient sur les films et aussi parfois les séries qui viennent de sortir. C'est des débats, 3 ou 4, et on a au milieu de l'émission ce qu'on appelle un focus, qui est un débat un peu plus thématique sur une thématique ou autour d'un réalisateur, d'un comédien. Aujourd'hui, c'est sur Wes Anderson. Je profite aussi de ce moment pour dire qu'on fait des émissions en public et que le 18 juin, on fera une émission en public autour de Tom Cruise. Absolument, et on projettera le film Collatéral de Michael Mann, c'est confirmé, c'est à 19h30 le 18 juin. Alors, enregistrement du podcast d'abord et projection du film par la suite. Venez, ça va être bien, je pense que c'est la dernière qu'on fait avant l'été a priori. Donc, et ça se passera à l'Entrepôt à Paris dans le 14e. Pour que les gens qui ne nous ont jamais écoutés ne se demandent quelle est la voix qui vient de parler, je suis donc avec Yuri, mais aussi avec Rita, avec Alban, avec Valentin, avec Félix, avec Manon, avec Laurent. Ça fait plaisir de vous retrouver aussi nombreux. On commence par le box-office de la semaine, Yuri ? Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces 4 ? Alors Yuri, est-ce que ce sont des films cannois qui sont en tête du box-office ? Presque, puisqu'il s'agit de Lilo et Stitch 2, le remake live-action de Lilo et Stitch qui cartonne sa race, qui fait 1 300 000 entrées en première semaine pour ce remake. En fait, je ne comprends pas, moi, les tendances du public, parce que d'un côté, les gens disent ils en ont ras le cul des remakes et des live-action et de je sais pas quoi, et en même temps, ils vont voir en masse Lilo et Stitch, l'énième truc en live-action. C'est le côté fun peut-être du film qui s'apporte. Puis je pense que c'est le côté familial aussi. Et qui est un peu le culte en fait, Lilo et Stitch, parmi les gens qui aiment bien. Tu vois le royaume. Oui. C'est aussi culte, mais ça c'est pas. Alors c'est culte, mais le film là a fait le box-office entier de Lilo et Stitch sur le week-end. C'est-à-dire le live action a fait le box-office de l'animation. Oui, parce que l'animation, il avait été un petit peu sabordé, il avait été mis un peu. C'est pour ça, en fait, c'est devenu le dollar a culte. plus le même cours. Ouais. Et il y a vraiment une génération tout pile, donc je pense que c'est des gens qui emmènent leurs enfants probablement parce qu'ils l'ont eux-mêmes aimé. Attends, pardon, mais il est sorti quand le premier Lilo et Stitch ? Il y a 20 ans. 3 genre ? Il y a 20 ans ? Ouais. Ah, ok. Donc si t'avais 8-9 ans, il y en a qui ont des gosses. Hein. Oui. Et donc Mission Impossible arrive peu après, puisqu'il fait quand même un très joli score de 866 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est plus que le précédent, avec une jolie moyenne par copie de 1000 spectateurs et spectatrices. Ensuite, il y a Destination Finale, également remake, reboot, requel, je ne sais pas quoi, qui fait 204 000 entrées pour sa deuxième semaine, pour un cumul à 600 000 entrées. Et en quatrième place, il y a notre film préféré, à savoir La Venue de l'avenir, le dernier Cédric Clapiche,
avec la relève du cinéma français, tout le 109 des comédiens. On a oublié de voir le spécial. Ouais, mais on a oublié de voir le spécial Nepo Baby pour cette émission. Qu'est-ce qu'on fabrique ? C'est vraiment purement des attaques gratuites, mais en tout cas, c'est aussi un film pseudo-canois puisqu'il a été diffusé en séance spéciale au festival. L'autre film canois dont on vous parle ce soir, qui arrive beaucoup plus loin, qui est en 8e place, c'est Jeune mère de Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui fait 44 000 entrées, mais il est sorti, je crois, vendredi, donc il fera peut-être un assez joli score quand même pour un film qui est distribué sur seulement 239 copies. C'est assez bien. Et globalement, pour le reste, il y a toujours Partir un jour, Thunderbolts, Les musiciens, L'amour c'est surcoté, un box-office qui est mine de rien assez français. Les gens ne se pressentent pas beaucoup pour voir les nouveautés américaines. Eh ben écoute, très bien, on va enchaîner avant de faire peut-être le palmarès canois sur les news du jour. Et Alban, tu voulais nous annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, une triste nouvelle. Enfin, oui, Marcel Ophuls, le réalisateur français, fils de Max Ophuls, est décédé il y a quelques jours. J'ai un petit peu dit mauvaise nouvelle, mais il est décédé à 97 ans, donc il a quand même une belle et longue vie. Belle, je ne sais pas, mais en tout cas longue vie. Il est surtout connu... Est-ce que tu vas là? Là, je sais pas, tu le connaissais pas personnellement, du coup? Et on lui souhaite un bon courage. Non, mais en fait, ça se trouve, il avait une vie horrible. Il voulait en finir, quoi. On va dériver sur le texte sur la fin de vie, là. Et c'est un réalisateur qui est surtout connu et célèbre pour avoir réalisé le Chagrin et la Pitié en 71, qui est un documentaire coup de poing, vraiment, même plus que coup de poing, assez choc sur une chronique en fait d'un village de Clermont-Ferrand, d'un village français sous l'occupation, et qui est aussi une critique du régime de Vichy. Et ça fait un peu l'effet d'une bombe à la fois dans les milieux politiques militants, à la fois dans les milieux cinématographiques et aussi en histoire, parce qu'on dénonce une certaine... comme si les campagnes françaises avaient été héroïques pendant la guerre, et ça a fait énormément de bruit, ça a été vachement dénoncé. En tout cas, c'est un film qui a fait date et qui a mis Marcel Ophuls sur le devant de la scène, qui a ensuite continué sa carrière. Je crois qu'il a eu un Oscar en 89 pour un documentaire sur Klaus Barbie. Et ensuite, il a eu une carrière un petit peu plus en dents de scie, en tout cas avec des films qui ont plus ou moins bien marché, soit avec un succès critique et un échec commercial, soit l'inverse. Voilà, donc c'est un réalisateur, je pense, important, essentiel, et dont on voulait saluer la carrière à la percher dans le cadre. Merci, je vais embrayer avec donc le palmarès canois. Je vais commencer avec la Caméra d'Or qui donc récompense les premiers films. Le film qui a reçu la Caméra d'Or, c'est The President's Cake, que je crois que personne n'a vu, mais dont on m'a dit beaucoup de bien. Non, mais dont Émile nous a vanté les mérites. Qui était à la quinzaine, ouais. Et ça peut nous permettre de rappeler que les films de la quinzaine vont être repris en masse dans beaucoup de cinémas parisiens, mais pas que. Donc si vous êtes à Paris ou pas, vous pouvez voir les films de la quinzaine. Renseignez-vous sur le site de la quinzaine. Je crois que The President's Cake passe le 3 juin à MK de Beaubourg, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, vous pouvez le rattraper assez facilement, assez rapidement. Et il y a une mention spéciale pour la Caméra d'Or qui était My Father's Shadow de Akinola Davis Jr. Que Imen a vu et beaucoup aimé. Exactement, que Imen a vu et beaucoup aimé. Je passe à Un certain regard. Le prix Un certain regard, c'est la Misteriosa Mirada del Flamenco, le mystérieux regard du flamant rose, que je crois que malheureusement personne n'a vu. On voulait, mais... On est pas loin d'y aller, voilà. mais c'est pas c'est 8h45 oblige. On va être un peu plus précis sur la compétition officielle. Le prix de la mise en scène Un certain regard, c'est Once Upon a Time in Gaza, que Imen a vu. Elle était plutôt positive avec quelques réserves. On vous renvoie globalement vers nos épisodes canois dont on parle de tous ces films. Le prix du meilleur acteur, c'est Frank Dillane dans Urshin. Pour le coup, sa performance, on en avait beaucoup parlé et qui était assez fascinante. Le prix de la meilleure actrice, c'est Cléo Diarra pour Orizo et Aphasia. Totalement mérité. Le titre en français, Le rire et le couteau, que tu as beaucoup aimé et totalement mérité. Et enfin, le prix du meilleur scénario, c'est Arlington pour Pilion. Pareil, film qui, la sélection Un certain regard repasse également. Enfin, je vais faire juste la promo des films qui repassent. Mais en qui est un film de BDSM avec Alexandre Skarsgård. Une comédie. Et l'acteur de Dudley. Une comédie sur le thème du BDSM. Il paraît que c'est vraiment très bien. C'est très cool, mais bon, malheureusement, on l'a raté. En compétition court métrage, la Palme d'Or, c'est I'm Glad You're Dead Now de Tawfik Barham. Tawfik Barham, qui est l'acteur principal dans La Conspiration du Caire et également le co-acteur dans Les Fantômes. Et la mention spéciale court-métrage, c'est Ali de Adnan Al-Rajiv, que je pense que
personne n'a vu ici. Je passe maintenant à la compétition officielle où pour le coup on a vu quand même plus de films, et je commence par un où malheureusement on était tous déjà partis. C'est le film de Bigan qui s'appelle Résurrection, qui a eu le prix spécial, film qu'on avait tous très envie de voir, mais malheureusement film en plus qui a un peu une histoire où d'après ce que j'ai compris il était encore en train d'être monté pendant le festival. Enfin on était presque pas sûr de pouvoir le découvrir, film qui a fait beaucoup parler de lui, mais qu'on a... Il y a des chances que la version qui sort en salle sera, ce sera pas la version que les Canois ont vue. Auquel ils ont accordé un prix spécial. La question est, est-ce que du coup la version terminée aurait mérité la Palme d'Or En fait, je pense que c'est un peu un prix à l'image du palmarès qui est assez consensuel. C'est-à-dire que globalement, visiblement, tout le monde avait l'air d'accord que le film de Bigan était spécial, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'histoire, que c'est hyper expérimental, mais on ne peut pas ne pas le primer. Du coup, il lui file un prix spécial. Ouais. Un truc très premier degré, je trouve, dans ce prix qui... Voilà. En prix d'interprétation masculine, c'est Wagner Moura pour L'Agent secret. Cœur incroyable. Cœur incroyable. Puis toi, t'as beaucoup aimé le film, contrairement à certains de tes camarades. Après, lui, il est très bien. Lui, il est super bien. Il est super de manière générale. Donc, Puis il a un charisme de ouf. Enfin, moi, je comprends, tu vois. C'est un prix mérité quand même. Il s'appelle Wagner. Aussi. Le prix d'interprétation féminine, on l'avait annoncé pendant l'émission, on était revenu sur la petite dernière de Avia Herzi, c'est Nadia Meliti, donc pour qui c'est un premier rôle parce qu'elle est en train de suivre elle est à la fac pour devenir prof de sport. Elle a 23 ans, je crois. Elle a 23 ans. Visiblement, elle crève l'écran. Nous ont dit, Yuri, toi aussi, tu as vu le film. Ouais, elle est géniale dans le rôle. Le film est super. Pareil, c'est le genre de truc où ça relève de l'évidence tellement il n'y avait pas trop de contenders dans cette catégorie et voilà. Et alors là, on va en reparler un peu plus tard, donc je vous demande de juste de rester calme. Le prix du scénario pour Les Frères Dardenne. Jeune mère. On débattra du film. Tu fais bien le mec pas calme. C'était pas très calme, c'était pas mal. On parlera du film tout à l'heure, donc je vous demande de pas revenir dessus, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le gros scandale de ces récompenses. Enfin, il y a un autre scandale qui arrive un peu après. Le prix de la mise en scène. Juste, on sait combien de récompenses ils ont, les Dardenne ? Oui, j'ai regardé. Alors ça, je crois que ça compte pas les prix d'interprétation qu'ont reçus leurs films. Okay. Mais à eux seuls, ils ont présenté 10 films, ils ont 8 prix. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, et même l'année 2 Palmes d'Or. 2 Palmes d'Or, c'est ça, ouais. Et même l'année où il n'y avait pas de prix, c'est-à-dire que l'année du 75e Festival de Cannes, ils ont inventé un prix pour les Dardennes en leur donnant le prix du 75e. Mais vraiment, les mecs, genre, même quand je me demande parce même quand ils rotent, ils ont un prix, quoi. Mais parce que qu'ils soient sélectionnés, on sait que c'est Frémo. Mais une fois qu'ils sont en compétition, vous allez pas me dire que Jeremy Strong, Halle Berry et genre les Last Slimani ont vu ce film et se sont dit. Mais je pense que ça marche sur un certain public, sinon il n'aurait pas 4 étoiles presse. Et après ils ont fait des films plus réussis que d'autres quand même. Oui, non, bien sûr, mais on a des jurys hyper diversifiés qui donnent des prix à des films, et là c'est discutable et tout, mais eux c'est les indéboulonnables et je ne comprends pas. Est-ce que ce serait pas le plus bel exemple de la conjuration des hypocrites ? Bon, gardez votre salive, on en parle tout à l'heure. Le prix de la mise en scène, c'est de nouveau pour le film L'Agent secret, qui avait eu donc le prix du meilleur comédien, et donc c'est évidemment le réalisateur Kléber Mendoza Filho. Voilà, film, je vous renvoie, on en a débattu. On a débattu en 2 parties d'ailleurs, puisque d'abord c'était Laurent et Yuri. D'abord les haters, ensuite les fanboys. Et ensuite Félix qui a réhabilité le film. Le prix du jury ex aequo, donc c'est Sound of Falling de Masha Shilsky. Que quelqu'un a vu aussi ? Non. En fait, il était diffusé je crois que c'est le premier film qui est montré, et on est arrivé juste après, on n'a pas eu le temps de le rattraper. Mais c'est pas grave parce que c'est ex aequo avec Sirat de Olivier. Je sais toujours pas le dire. Lacché, qui était Sirat, notre gros coup de cœur à nous. Pour nous, c'était la Palme d'Or. C'était en tout cas une des palmes d'or possibles, et en tout cas c'est la palme d'or de la critique aussi, puisque dans tous les classements, on est raccord avec la critique ? Malheureusement, dans tous les classements internationaux de critiques de films, c'est le film qui remporte l'adhésion assez unanimement. Ouais. Après, c'est vrai que le film a un côté un peu pas coup de poing, dans le sens où c'est un peu une expérience de visionnage marrante qui fait que je pense que ça a beaucoup marqué les gens. Après, de là à ce que ça puisse rentrer dans l'histoire, moi je trouve que c'était la petite sucrosité, le petit bonbon du festival. C'était le EO de cette édition ? Ouais, dans un sens très différent, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, il est à la même place que EO en termes de prix. C'est-à-dire qu'en fait, il est récompensé absolument au même niveau. Sauf que Olivier mais je trouve que ça fait sens. Lâché n'a pas. Mais moi, je trouve le prix pas déconnant. Parce que je trouve ça juste dommage qu'il l'ait splitté. Ils auraient pu mettre potentiellement Sound of Falling en scénario, parce que visiblement, il y a quand même toute une construction scénaristique autour des différentes époques. Mais qu'est-ce qu'ils auraient donné aux Dardennes ? Le prix du 78e, je sais pas. Bon, le deuxième gros scandale pour nous, c'est le Grand Prix qui a été remis à Joachim Trier pour Valeurs sentimentales. Mais que vous avez rattrapé, Manon et Rita. Oui, alors nous on en a déjà débattu, on va revoir le podcast. Mais c'est intéressant d'avoir une réaction à froid. Est-ce que vous nous rejoignez sur le fait que c'est vraiment le plus mauvais film de Joachim Trier ? Oui.
magnifique. Merci Manon. Merci Manon. Ouais, non, moi vraiment énorme déception parce que j'aime tous ces films, je crois, Joachim Trier. Mais alors celui-là, je suis pas scandalisée comme vous non plus, enfin comme Rita, je trouve, enfin c'est pas une horreur à regarder, mais on n'a pas dit que c'était une horreur à regarder. On était. Si vous avez carrément dit ça. Mais Félix, il était à deux doigts de crucifier Joachim Trier. On était fatigués. Voilà, en langage canois, ça veut dire que c'est pas très bien. Voilà. Mais c'est plat et puis c'est quand même des sujets censés quand même émouvoir une relation entre un père et sa fille. Ouais, moi j'avoue que je me suis un peu ennuyée. J'ai trouvé ça assez plat. Tout pareil, j'ai regardé ma montre beaucoup de fois. Il y a une très belle photo. Tous les acteurs, je trouve top par ailleurs. Oui, c'est vrai. Ça sauve le film. C'est pour ça qu'au début, en fait, la première demi-heure, je me suis retournée vers la personne avec qui j'étais. J'ai dit, je comprends pas pourquoi ils se sont autant énervés. Parce que je trouvais pas. En fait, je m'ennuyais un petit peu, mais j'étais un peu genre, autant que c'était au théâtre. En plus, Yuri, je me suis souvenu que tu disais, tant que c'est au théâtre, c'est cool. Effectivement, j'étais là, je me promène, quoi. Bon, Grand Prix, on a déconné, mais on a déjà fait pire. Mais c'est pas déconnant. Après, par contre, quand le film continue et surtout sa fin, là, j'étais un peu plus scandalisée. J'étais déjà pas touchée par Julie en 12 chapitres en fait, donc j'étais pas si je m'attendais en fait la chute était moins brutale parce que je sais que c'est un film que beaucoup de gens adorent et là je comprends pas et rendez son argent à Corey Michael Smith, enfin plutôt payer le plus, j'en sais rien, mais il est dans le film et il est crédité. Il ne sert à rien. C'est l'acteur qui joue l'agent de Elle Fanning. Ah oui, d'accord, oui, j'étais là. Ouais, mais moi j'avais hyper hâte de le voir dans le film en fait parce qu'il était. Non, mais la publicité américaine c'est Elle Fanning et Corey Michael Smith chez Joachim Trier. Donc moi je pensais que ne pas croire au marketing. Non. Et la fin vraiment goulag. On débattra du film quand il sortira en salle. La Palme d'Or, c'est un simple accident de Jafar Panahi, film que seulement Laurent et Yuri vous avez qu'on avait un peu call. Et que vous avez un peu call. D'ailleurs, moi, c'était ma palme. Voilà, c'était ta palme. Moi, c'était ma palme parce que c'est le meilleur film que j'ai vu, en fait, honnêtement, à Cannes cette année. C'est paradoxal parce que c'est peut-être pas le film que j'ai préféré, mais en vrai, quand on le voit, il y a quand même une espèce d'évidence parce que c'est aussi autour du contexte de Jafar Panahi qui fait des films clandestinement, et se dire qu'un type en Iran fait des films clandestins qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus impactants et beaucoup mieux réussis que beaucoup d'autres films avec des budgets nettement supérieurs et des conditions de tournage infiniment plus simples, il y a quelque chose qui cloche et qui force le respect aussi. Et qui force le respect, c'est-à-dire que vraiment, pour le coup, c'est un très bon film. On n'en voit pas si souvent. Je le placerai peut-être pas dans la catégorie des chefs-d'œuvre, mais enfin globalement, on n'en voit pas souvent des chefs-d'œuvre non plus à Cannes. Donc pour moi, en tout cas, c'est le meilleur film que j'ai vu. Donc parce que j'ai pas vu Sirat aussi. Peut-être que j'aurais préféré Sirat. Mais en fait, au-delà du contexte de fabrication, je trouve que ça vient en fait couronner une sorte de parcours aussi de Jafar Panahi. Comme ils font souvent. Mais parce qu'il a eu toutes les bestioles possibles. Parce que là, il avait eu le Lion d'Or, il a eu l'Ours d'Or, il a eu tout ce qu'on pouvait offrir, il l'avait eu. Et aussi, il a inventé une manière de faire des films sous le manteau, et il est arrivé à une forme aussi de maîtrise et de perfection de ce qu'il arrive à faire. Il joue pas dans le film pour la première fois depuis assez longtemps, et donc vraiment d'arriver à produire ce film, et donc de développer une forme de nouveau langage aussi. Je pense que c'est ça qui est récompensé, en tout cas c'est ça que moi j'y ai vu. Je trouve à titre personnel que Les Graines du Figuier Sauvage qu'on a vu l'année dernière avait plus de propositions de cinéma. C'était notre Palme d'Or l'année dernière. Et avait comment dire une manière de faire de fabriquer le film que je trouvais encore plus virtuose d'un point de vue maintenant purement technique. Je trouve que le film de Panahi, pour moi, il est mieux réussi. Hein, toi, tu préfères le Panahi au Graines. Parce qu'il n'a pas tout à fait les mêmes ambitions aussi. Il n'a pas les mêmes ambitions, on n'est pas sur le même type de film. Maintenant, juste pour dire que voilà. Mais en effet, tu vois le film, il est d'une maîtrise implacable. Le scénario est en béton armé. Les acteurs sont incroyables. Chaque plan est. Peut-être deux scènes que je trouve un peu inférieures, qui sont un peu explicatives, mais en dehors de ça, honnêtement, le film n'a pas de défaut, quoi. Il y a vraiment un truc bien joué. Donc le truc s'impose un peu quand tu le vois en tant que très bon film consensuel et par ailleurs très impressionnant, courageux politiquement et d'une grande valeur de cinéma, quoi. On reparlera de toute façon d'un simple accident quand il sortira en salle, mais effectivement j'ai l'impression que c'était une Palme d'Or qui a fait relativement consensus cette année. Il n'y avait pas des gens qui voulaient brûler le Grand Palais quand Jafar Panahi a eu le prix. Et puis voilà, nous aussi, en tout cas les deux chroniqueurs de l'émission qui ont vu le film rejoignent cet avis. Donc très bien, voilà, on va tourner la page de ce petit Cannes 2025 dans lequel on aura perdu quelques points de vie avec des sommeils, assez peu de sommeil. Le premier film dont on parle aujourd'hui, mais je disais on tourne la page et en même temps il était à Cannes en séance spéciale, c'est Mission Impossible, The Final Reckoning, toujours réalisé par Christopher McQuarrie. This can't all be true.
every word. Rita, je sais que tu as revu tout les Missions Impossibles récemment, même vu. Il y en a certains, je crois que tu n'avais pas vu. Alors, comment pitcher Mission Impossible The Final Reckoning, sinon dire que Ethan Hunt doit vaincre l'entité et que c'est censé être la fin ? Waouh. Oui, c'est complètement ça, et je pense qu'on peut se dire que le méchant du film, c'est l'intelligence artificielle. En fait, ce qui était déjà le cas du précédent, et c'est la suite du précédent. Qui s'appelait Reckoning Part 1. Oui, mais ils ont rétrogradé. En fait, il s'appelle plus Part 1. Comme Wicked Part 1 et Wicked for Good. Bref. Et donc maintenant on a Reckoning et The Final Reckoning. On a Dead Reckoning Part 1 et The Final Reckoning. Non, c'est plus Part 1, il s'appelle juste Dead Reckoning tout court. Dead Reckoning et The Final Reckoning. Sur Canal, il y a quand même écrit Dead Reckoning Part 1. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ça introduit très bien un film très foutraque. Et comme tu disais, moi j'ai revu tous les Missions Impossibles dans l'ordre les semaines avant la sortie, sachant que j'avais jamais vu ceux qui n'étaient pas de Macquarie, donc c'est assez marrant parce que... Qui sont les meilleurs. Alors... Moi, je suis pas dans ce débat-là, et en fait, je préférerais limite qu'on fasse un débat sur quelles sont les meilleures Missions Impossibles, plutôt que de parler de ce film, parce que j'ai pas envie de lui tirer dessus. C'est hyper bizarre, c'est la première fois que j'ai envie de me ranger du côté d'un blockbuster que je n'ai pas aimé, mais parce que j'ai l'impression, en fait, j'arrête pas de regarder des interviews de Tom Cruise et McHugh qui sont complètement fous et je pense amoureux l'un de l'autre. Et, je pense que lui, c'est son valet, mais c'est comme j'ai lu quelque part, et j'aime bien ce côté. En fait, Tom Cruise est un vampire et lui, c'est genre son âme damnée là, enfin qui lui trouve des trucs à faire et des collines d'où se jeter. En fait, il y a 2 séquences dans le film qui sont hyper intéressantes et qui m'ont fait vraiment flipper et me tenir. Il y a même un moment où j'arrivais pas à regarder l'écran parce que ça se passait sous l'eau et ça m'angoissait beaucoup. Mais je sais que je suis de petite nature pour ça. Après, le reste c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, il y a en termes de scénario, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Déjà, la partie 1 donc de ce Final Reckoning est un peu incompréhensible parce qu'en fait, ils essayent de préparer. En fait, ils ont scindé en deux une fin qui aurait très bien tenu dans un film de 2h15 et ils en ont fait 2 films de 2h45. Il y a trop de choses, il y a trop de personnages, trop de trucs inutiles. Mention spéciale quand même à Tramel Tillman qui jouait dans Severance et qu'on aime de tout notre cœur. Ah, bien sûr. Qui est quand même génial là dans ce film, je trouve. Il a une scène et il est trop fun, contrairement à Anna Waddingham qui a aussi une seule scène et qui ne sert à rien et qui ne sait pas faire l'accent américain. Comme vous l'entendez, il n'y a pas trop de structure dans ma manière de revenir sur ce film, mais c'est que vraiment, je l'ai vu il y a une semaine et c'est ressorti de mon esprit presque automatiquement parce que je veux pas admettre que ça se finisse sur ça. Quand il y a eu tellement de moments, et même dans les films de Macquarie, moi il y en a certains que je sauve, que je trouve... Enfin, il y en a que je trouve vraiment fun et je sais que Fallout, vous l'aimez pas. Ils sont pas tous nuls, c'est ça qu'on veut dire. Non, j'exagère. Mais en fait, ils deviennent de pire en pire, et ça, j'entends. Et par contre, pour moi, Fallout, ça reste mon préféré de la saga, sûrement parce que c'est le premier que j'ai découvert et on en a discuté en off. Je pense que ça tient. En fait, c'est ce genre de film. Voilà. Le premier que tu découvres. Ouais. Et puis c'est la première fois que tu as le thrill de voir Tom Cruise se jeter d'un immeuble et vraiment de te dire, mais il est malade. Et vraiment de voir quel MacGuffin ils vont faire, de quel objet, en fait, ils vont nous faire croire tout le film que c'est le plus important de l'univers pour passer à l'objet suivant, le film d'après. C'est trop fun quand c'est la première fois. Et quand je les ai vus tous dans l'ordre, il y a vraiment un sens de, et on en reviendra quand on parlera de Tom Cruise, venez à notre émission publique, il y a vraiment un sens de cette saga a suivi Tom Cruise à travers tellement de choses de sa vie privée et sa vie cinématographique. Il a pensé la saga mais comme c'est ça. Et là, donc la fin, et c'est peut-être la seule chose que je sauve, c'est qu'il se voit vraiment comme Jésus, je pense, à ce stade. Ouais, et il y a vraiment des métaphores bibliques qui sont même pas des métaphores à ce stade, c'est souligné, surligné en même temps. Et il y a même une résurrection, enfin il y a vraiment, c'est n'importe quoi. Et en fait, il se prend pour Jésus. Ça a l'air incroyable. Ah non, vraiment, il y a des moments où j'étais là, ok, il y a des trucs dans des sous-marins russes et tout, c'est n'importe quoi. Mais ça me fait bien marrer parce que je finirai sur ça. Finalement, ce que dit le film et la saga, c'est pas l'important, c'est pas la destination, c'est les amis qu'on se fait sur le chemin. Genre sincèrement, c'est le propos de toute la saga selon moi. Et vu comment elle se finit, elle se finit en 10 ans. Il faut sauver le monde aussi un peu quand même. Et être Tom Cruise. Justement, il faut pas sauver le monde. Il faut d'abord sauver les copains. Et parce qu'on aura mis les copains en premier, le monde sera sauvé. Genre, sincèrement, c'est ça la saga. C'est un peu ça. Je précise quand même quand je disais que Macquarie, que c'est plus ce que je préfère quand Mission Impossible, c'est pas le même réalisateur à chaque épisode parce que c'est plus intéressant qu'il y ait des variantes de style plutôt que ce soit Macquarie qui maintenant soit finalement l'artisan principal de la saga. Laurent, est-ce que tu rejoins Rita? C'est foutraque mais étonnamment sympathique. Non, moi je suis un peu plus dur en vrai. J'ai pas dit ça. Non, par contre, c'est vraiment un mauvais film. Qui a pris du plaisir en regardant le film? Pendant 2 scènes. J'ai bien dit, juste j'aime trop cette saga, mais c'est un mauvais film.
Oui, ça reste quand même vraiment mauvais. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a on est dans une espèce d'intensité à 100% pendant tout le film. Toutes les scènes, il y a toujours un truc extrême qui se passe. On est toujours, même les scènes de dialogue, c'est toujours pour des détails hyper précis et des trucs hyper importants qui font forcément des liens avec les autres films de la saison et tout. En fait, c'est un peu comme, c'est un peu comme écouter un truc de grindcore ou de death metal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment calme, quoi. Tout est vénère tout le temps. Et en fait, c'est épuisant. C'est épuisant parce que, en plus, en dehors, en effet, des deux scènes, la scène de l'avion et la scène du sous-marin, qui sont vraiment des scènes d'action, même pas particulièrement bien filmées, mais qui sont solides dans leur concept et avec quelques moments assez cool, où en plus, on se prend à réfléchir, genre, mais c'est fou quand même, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Mais là, quand même, c'est quand même vraiment du taf. Et on se rend compte qu'ils ont claqué un fric absolument colossal pour faire des séquences de cascades. Des grosses conneries. Pour les assurances, la plupart de l'argent du film, je pense, c'est pour assurer Tom Cruise. Je pense quand même que la scène dans le sous-marin où c'est des salles qui tournent sur elles-mêmes avec de l'eau et des bordels, ça a dû être quand même un sacré merdier à foutre. mais si tu veux, voilà, en dehors en fait de cet aspect plastique qui est un peu marrant, le film dure, je sais pas, que 2h40, un truc comme ça. C'est bizarre parce qu'on s'ennuie pas tant que ça, parce que tout est tellement hyper intense, tout est tellement hyper vénère, tout est tellement ultra important que ça devient en fait imbitable et que ça va nulle part, quoi. Il y a plus de construction d'intensité, il y a plus de construction de personnages, il y a des mecs qui vont, ils viennent, on sait pas qui c'est. Enfin, je veux dire, moi, le précédent était vraiment mauvais dans le point où j'ai presque pas de souvenirs, d'autant qu'il repose sur le fait que le méchant est une intelligence artificielle, ce qui est honnêtement hyper nul. C'est-à-dire que tout l'intérêt d'un méchant de film d'action, c'est justement qu'il soit badass et qu'on arrive à s'identifier et qu'on le personnifie. Là, vraiment, c'est l'inverse de faire ça et c'est un très mauvais pari. Mais dans l'ensemble, je trouve ça très... je sais pas, j'aurais pas dire ennuyeux parce qu'on s'ennuie pas tant que ça, parce que ça va vite, mais c'est à peine regardable, quoi. C'est vraiment imbitable et ça n'ajoute rien à cette espèce de série qui, dans le fond, n'en est pas vraiment une et qui n'a pas besoin de ça, quoi. Et sans spoiler, je veux juste dire qu'il y a une partie de la résolution du film qui repose sur le même principe que Aladdin. Et à la fin de Aladdin, on rappelle que ce qui se passe, c'est que dans le 2 de Aladdin, Jafar revient exactement pour les mêmes raisons qui font que là, j'ai l'impression que quelqu'un va juste frotter la lampe magique et la chose va revenir. Voilà, c'est cryptique si vous n'avez pas vu le film, mais je vous jure que c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans Aladdin. Yuri, est-ce que t'es un peu plus positif ou t'es encore plus énervé? Ah non, moi c'est catastrophique. Enfin, en fait, comment dire, le 7, donc le précédent. Pardon, mais j'ai entendu plein de gens dire si on le prend comme un blockbuster des années 80. Non, mais ces gens-là disent n'importe quoi, ils n'ont pas plus de. Voilà, qui savent pas ce que c'est qu'un blockbuster des années 80, quoi. C'est pas possible. C'est ce que je voulais vous entendre dire. La réalité, c'est que moi j'étais scandalisé par le précédent. Parce que en fait, je n'aimais pas la direction qu'il prenait. Je trouvais que, en fait, d'un coup, il essayait de m'expliquer que tous ces films-là avaient une cohérence les uns avec les autres, alors que non. Justement, ce que j'aime bien, ce qu'on aimait bien dans l'émission Impossible, c'est qu'il n'y avait aucune cohérence. C'est que c'était un réalisateur, un film, un style. C'est adapté d'une série, quoi, d'une série procédurale. Et surtout, je suis pas là pour qu'on m'explique le lore de Ethan Hunt. Il en a pas. Je m'en tape, c'est pas pour ça que je suis là. Genre vraiment, il y a un truc où là, et alors donc j'étais scandalisé par le précédent. Celui-là, en fait, comme ils double down sur la même idée que ils insistent, tous les choix que tu as fait pendant tous ces films, ils ont mené à ça. Ils essayent de t'expliquer que le MacGuffin du 3, la patte de lapin, fait, si, ah non, mais ils te disent qu'en fait ça crée l'entité, tu vois. Il y a un personnage du 1 qui revient et en vrai ça m'a fait rire. Alors que la patte de lapin, ce qui est génial, c'est qu'on sait pas ce que c'est et qu'on peut pas savoir ce que c'est. Non, mais parce qu'il y a toute une thématique aussi du genre un peu un truc qu'on a vu dans les super-héros, mais c'est les super-héros qui se créent les super-vilains. Oui. Genre s'il y avait pas Batman, il n'y aurait pas le Joker. Voilà. Et donc c'est éclaté au sol. Ça ne marche pas. Moi, le personnage du 1 qui revient au secours, enfin, genre, en fait, ça n'a pas de sens que ces personnages-là ne soient pas apparus pendant 6 films et d'un coup, paf, ils sont là. On nous invente un lore de tu as dû faire un choix pour rejoindre Mission Impossible. Enfin, c'est claqué au sol. Ouais, mais c'est un truc de. Enfin, en fait, c'est clairement un ça n'a jamais été introduit avant. Et là, d'un coup, on t'essaie. Enfin, et tu sens que les mecs essayent de. Et c'est pour ça que t'as 1h30 d'exposition au début, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire. Et de flashback du film d'avant. Alors ça, c'est pas permis. De flashback Dès qu'il y a quelqu'un qui mentionne quelque chose, il y a un flashback en noir et blanc de ce qui s'est passé dans le film. Ouais, non, mais c'est honteux. Dadaïste. Et en fait, et du coup, quand on arrive à ces 2 séquences d'action finale, moi, en fait, je suis hyper déçu parce que je vois que Mission Impossible est devenue une saga bourrine. Vraiment, c'est devenu archi bourrin, hyper con. Et ce que j'aimais bien, moi, en tout cas dans les films précédents, et pas que dans mon souvenir, c'est-à-dire que pour les avoir revus, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai tous revus il y a peut-être 2 ans. En fait, et ça vieillit quand même bien. En fait, le plaisir que t'as
dans Mission Impossible, c'est les scènes d'infiltration. Mais oui. Par exemple, dans le 1, quand le mec, il te fait une scène de suspense, il est accroché dans le vide. Il y a plus de tension et de suspense dans une scène de dialogue du premier où tu te demandes à quel moment il va faire péter son chewing-gum que dans toute la scène avec les avions. Parce qu'en fait, je suis dans un... En fait, à force d'aller dans le maximalisme, dans le truc de plus en plus gros, de plus en plus bourrin, moi je trouve qu'on perd l'essence du truc, qui était l'infiltration, le jeu avec les faux semblants, les masques, et en fait tout le travail de mise en scène qui faisait que justement, non, cette saga-là, c'était pas Fast and Furious en fait. Ah, mais c'était le lien que j'allais faire. C'était pas la famille avec Vin Diesel, c'était pas le barbecue à la fin sur du les amis en premier, sur du pitbull. Et donc, enfin, je trouve qu'en fait, il y a une espèce de marvelisation du truc avec des personnages qui... Il y en a trop déjà. En fait, qui font des blagues, qui complètent les phrases les uns des autres. En fait, c'est plus des personnages, c'est des espèces de pseudo-fonctions, c'est un hive mind qui réfléchit plus pour eux-mêmes. Donc voilà, moi je suis hyper déçu par la tournure qu'a pris en réalité déjà le film précédent. Donc en fait, ça ne fait que confirmer ma déception. Et en réalité, voilà, je suis très très déçu que voilà, pour moi le film la saga s'arrête au 6, il n'y a plus rien derrière. Et pardon, ça, c'est le numéro combien là ? 8. Et pour revenir donc sur déjà, je sais pas si l'aspect... je suis jusqu'au 6 mois, je crois que je suis jusqu'au 5. Pour revenir sur l'aspect messianique de Tom Cruise, à un moment, l'IA lui montre l'avenir, ce qui est quand même un truc génial. Elle lui dit genre, voilà ce qui va se passer. Comme si dans tout ne Twilight. Bref. Attends, parce qu'elle a cet accent, Lia ? Elle a un accent. Et du coup... c'est vrai. Non, elle a pas d'accent, tu dis n'importe quoi. Elle a un accent robotique, mais Ouais. Yuri, il aime bien. Mais c'est lui mettre des accents. Mais attendez, vous me laissez pas terminer mon idée. Un des trucs qu'il lui montre, c'est une bombe nucléaire va exploser Hollywood. Il y a littéralement le signe Hollywood et genre une bombe nucléaire qui va exploser. Du coup, tout le film, c'est Tom Cruise qui sauve Hollywood. Et vraiment, à ce moment-là, j'étais là, franchement, nique ta race. Genre, c'était pas ok de me faire ça, film. Donc, voilà. Moi, j'aimerais juste, si j'ai le droit de conclure sur ça, ramenez-moi le sexe, en fait. Je comprends pas que ça soit des films qui sont hyper sexy habituellement. Mais parce que c'est Tom Cruise. T'as vu Top Gun 2, c'est genre la scène de sexe la moins sexe du monde. Mais oui, mais en fait, je dis ramène-moi le sexe. En fait, je voulais dire ramenez-moi les scènes sexy, les moments où, lui avec Rebecca Ferguson, ça pétait de ouf, c'était incroyable. Et ça me gênait pas du coup qu'il y ait ce personnage qui revenait 3-4 films, ça me gênait pas parce que justement Rebecca Ferguson et lui, ils avaient une tension de malade et c'était trop sympa. Là, avec Hayley Atwell, oh là là. Alors vraiment. Oui. Par ailleurs, c'est une voleuse et on n'utilise jamais, le fait que ça soit une voleuse alors que c'est trop intelligent et intéressant. À la fin surtout. Mais, enfin en vrai, je suis d'accord. Mais déjà dans le 1, dans le précédent, son film était complètement pété. Mais c'est nul, Pickpocket, c'est bon. J'allais dire, on dit aux gens qui peuvent se passer de ce Mission Impossible et en même temps, ceux qui voulaient le voir, ils l'ont déjà vu. Ils ne ont pas attendu. Oui. Ils n'ont pas attendu pour aller le voir. On va maintenant parler du Wes Anderson The Finishing Scheme. Alors on écoute la bande-annonce. At this moment, rescue workers are laboring to recover and identify the remains of Jaja Korda, international businessman. Finishing Scheme de Wes Anderson, c'est une histoire entre un père et sa fille. On en avait déjà parlé à Cannes, donc on va revenir assez rapidement dessus. On vous renvoie vers notre podcast. Peut-être en un mot, ceux qui l'ont vu, Félix, Valentin, Yuri, Laurent, en un mot, quelles sont vos positions sur le film qui va nous permettre d'ouvrir le focus sur Wes Anderson ? En un mot Allez, vas-y, un mot. Non, c'est trop dur. Moi, le film vieillit très bien dans ma tête. J'ai très envie de le revoir parce que c'est un film qui est hyper dense, qui va très vite. Et oui, ça jargonne beaucoup, donc du coup, j'ai très envie de le revoir. Je pense que je vais y aller là sous peu. Et non, je reste un peu sur ma position. Je trouve le film toujours aussi touchant. Et je trouve le personnage principal de Zazar Korda, du coup interprété par Benicio del Toro, assez fascinant. J'aime bien en fait ce personnage qui est un peu indestructible et qui traverse le film comme ça dans une espèce de force un peu imbattable et qui finit par trouver son humanité parce qu'il se rapproche un peu de la mort ou qu'il se rend compte qu'il est un peu mortel. Il reconnecte avec sa fille. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans et du coup je continuerai à défendre ce film. À le défendre face à Valentin ? A fortiori, oui, visiblement. Non, moi, c'est pas un film de rupture. On va revenir sur la trajectoire de Wes Anderson. C'est pas un film de rupture parce que j'avais déjà quand même des doutes sur ces derniers. Je trouve que c'est trop abstrait, trop théorique. Il est définitivement loin de nous et loin de moi en tant que spectateur. Je ressens rien. J'ai l'impression d'avoir déjà vu toutes ces affaîtries de mise en scène. J'ai l'impression que du coup, son style s'assèche énormément. Je trouve ça très théorique, très bourrin. Et bon, voilà, du coup, même le côté potage, burlesque de la chose ne m'amuse plus. Donc voilà, c'est un film que j'ai trouvé un peu tristoun, quoi.
Rita, n'importe quoi, Yuri, pardon. Rita, elle l'a pas vu, elle a sursauté. J'aime bien que tu dises Rita n'importe quoi, direct. Écoute, ça rime. Yuri, le Wes Anderson, est-ce qu'il vieillit bientôt aussi en ta mémoire? Le Beaujolais nouveau. Non, mais en fait, au contraire, je renoue un peu plus avec ce que j'aimais bien chez lui par rapport à ce que tu disais, Valentin, parce que moi, ses précédents m'avaient un peu plus perdu dans la mise en abîme de la mise en abîme de la mise en abîme, avec en fait une forme d'histoire dans l'histoire et d'être un peu justement pour moi trop théorique et éloigné. Il garde en effet ça, enfin ce serait malhonnête que de dire le contraire, mais ils sentent quand même le truc autour d'un personnage en effet beaucoup plus fascinant, plus marrant, plus entraînant aussi dans son histoire, avec des scènes un peu moins réussies que les autres. On pense à celle avec Scarlett Johansson qui est quand même un peu ratée, mais pour moi c'est quand même alors c'est pas du tout son meilleur film ni son plus grand film, mais ça reste un film qui m'a plus amusé, plus entraîné et qui m'a plus donné matière à réfléchir en tout cas que ses précédents qui m'avaient juste un peu plus laissé sur le carreau. Laurent, est-ce que toi t'es étonné qu'il soit reparti les mains vides pour la 1000e fois Wes Anderson avec non, à mon avis il vient pas pour avoir des prix, hein, il le sait, il est pas stupide. Il vient pour avoir des vacances payées, je pense. Ouais, puis parce qu'il aime bien Cannes, qu'il aime bien le cinéma français, qu'il trouve ça cool, mais bon, il sait bien qu'il aura jamais de prix et en réalité ce serait presque bizarre qu'il en ait. Enfin, en tout cas dans la manière dont Cannes remet des prix, ça n'aurait pas trop de sens. Moi où je suis complètement d'accord avec Yuri, en fait, j'aime bien parce qu'il revient en fait à un vrai film avec une vraie histoire. Ce qu'il avait un peu perdu, je trouve, dans Asteroid City et dans son film Netflix. Enfin, son film, c'est court-métrage, ouais. Netflix qui était quand même vraiment un peu absurde. Mais qui était que des exercices de style, voilà, court-métrage pour le coup. Et même, je trouve plutôt réussi. Mais... Et même, je trouve Asteroid City va vraiment un peu loin là-dedans. Et moi, ça me perd un peu. Je trouve que c'est un peu trop stupidement complexe et très... très hermétique. Là, on revient en fait à me raconter une vraie histoire et en plus c'est une comédie, c'est-à-dire que non seulement je trouve en fait il revient à ce qu'il faisait dans Grand Budapest Hotel, qui était un peu sa marque de fabrique à la fois en termes de style et en termes de personnages, etc. Mais en plus je trouve qu'il est plus drôle, je trouve que il arrive en fait à un peu se moquer de lui-même sans rentrer forcément dans la parodie. Je trouve que c'est un film qui est réussi et amusant et intéressant. C'est peut-être pas son plus grand film, c'est peut-être pas le truc le plus intéressant qu'il ait fait, mais ça me fait plaisir en fait de voir qu'il renoue avec cette volonté de faire un truc qui puisse être compréhensible par le public, quoi. Et je précise que Romane, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a vu le film à Cannes, donc je vous renvoie effectivement vers notre débat cannois, elle est du même avis que Valentin. Elle aussi, alors elle avait aimé son précédent Asteroid City, qu'on est nombreux à aimer autour de cette table, mais je sais qu'on n'aime pas tous pour autant. Et Romane aussi a été laissée assez de côté par ce Finish and Scheme qui nous clive quand même plus tôt. Et ben écoute, petit jingle du Focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Dans ce focus, on va revenir sur la carrière, les thématiques, le style de Wes Anderson. Mais d'abord, Laurent, qui est Wes Anderson ? Eh bien, Wesley Wales Anderson, de son vrai nom, le petit Wesley, est né en 1959 à Houston, au Texas. Putain, il a l'âge de mon père. C'est un vrai Texan. Je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça. 59 il est quand même Non, 69. Ah oui, 69, pardon. Ah oui, d'accord. Ah oui, on commence bien déjà le focus. La date de naissance est mauvaise. Ah oui, je me disais, dis donc, il les fait pas. Hein. Il faut conserver le Wes. C'est une typo de ma part, excusez-moi. Une typo qui lui rajoute 10 ans dans la gueule. Et en fait, il a une enfance assez classique finalement. Hein. Pas grand chose à dire, quoi. Il a pas grand chose à dire. C'est pas du tout un Nepo Baby, c'est pas du tout un enfant de la balle. Il a en fait fait une vie normale. Après, il a fait des études à l'université du Texas à Austin. Il se trouve qu'il devient qu'il est en colloque avec Owen Wilson, qui est un aspirant acteur à l'époque. Et, que des W, la team W. Il va réaliser avec lui son premier film, Bottle Rocket, à 27 ans en 1996. Avec du coup les frères Wilson, Owen et Luke, qui est donc le frère d'Owen Wilson, et aussi Andrew, qui est le grand frère des deux, qui est un peu moins connu et qui va jouer dans certains de ses films. Il va ensuite en 98 réaliser Rushmore, qui est un peu son vrai film, qui va vraiment le mettre sur la carte, toujours avec les frères Wilson, mais aussi Bill Murray et Jason Schwartzman, avec qui il va continuer à pas mal collaborer par la suite. Mais en fait, il se fait quand même vraiment connaître
par le grand public avec La Famille Tenenbaum, qui sera son premier vrai grand succès, qui en fait va marquer le début de ses films avec un casting pléthorique. On y retrouve d'ailleurs dans La Famille Tenenbaum Danny Glover, Gene Hackman, Angelica Houston, Bill Murray, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson et Alec Baldwin qui fait le narrateur. Donc on a déjà, en fait, à l'époque, dès son troisième film, un marqueur en fait de son style qui est genre prendre comme ça cette espèce de troupe d'acteurs. Et à partir de là, en fait, ces films marchent tous plus ou moins bien. Je vais pas faire un inventaire de tous ces films, parce qu'il y en a, bon, on va en reparler plus en détail. Mais donc, en fait, à peu près tous ces films marchent, exception faite peut-être de La Vie aquatique, qui est le seul qui a vraiment un box-office plus faible que son budget. Ah ouais, La Vie aquatique. C'est un four, La Vie aquatique. Ah ouais. C'est un four, La Vie aquatique. Okay. 50 millions de budget, tu vois. 50 millions de budget, 34 millions de box-office. Pourtant, c'est un bon film. Bah non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est souvent celui qui est cité comme le préféré de beaucoup de gens. Moi, c'est mon préféré. Moi, c'est vraiment mon préféré. Mais non, je disais, c'est fou comme budget parce que pour un film. Moi, c'est le premier que j'ai vu. Au début des années 2000, tu fais pas 50 millions de budget. Oui, je pense qu'il a dû truander le système et que c'était pas si indépendant que ça. Mais... Et par le casting. Non, en fait, mais dès le début, en fait, il est distribué par Buena Vista. Donc en fait, il a. Ce qui est Disney, donc. Donc qui est Disney, qui est une division de Disney. En fait, assez vite, il est quand même collé avec le système des studios. Et c'est, il me semble, après celui-là qui passe justement chez Fox. Chez Fox, ouais. Et aujourd'hui, il est chez Universal. Voilà, on s'en fout. Chez Universal. Bon, voilà. Et son plus gros succès, ça reste quand même The Grand Budapest Hotel, qui fait 25 millions de budget, donc pour 174 millions de box-office, ce qui est quand même une grosse belle réussite. On peut aussi quand même dire qu'il est connu pour avoir fait de l'animation. C'est un des rares réalisateurs un peu comme ça qui arrive à passer facilement de l'un à l'autre. Évidemment, The Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens, mais aussi dans The French Dispatch où il y a toute une section sur l'animation. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Il fait plutôt des films live, mais de temps en temps, il s'amuse à faire de l'animation avec plutôt des bonnes réussites, en tout cas des bonnes réussites critiques. Pas toujours d'aussi bonnes réussites au box-office, mais parce que ce qui est intéressant dans ces films d'animation, c'est que c'est des films en stop motion, c'est pas de l'animation 3D ou de l'animation 2D. Oui, et donc il y a une forme de stop motion, mais sauf dans The French Dispatch. Oui, où c'est de l'animation 2D. Mais ce qui est intéressant, on en reparlera sur son style, c'est que beaucoup, en fait, les détracteurs, on va dire, du style Wes Anderson disent que justement ces films live sont comme des films d'animation avec juste des acteurs à la place des marionnettes, tellement ils sont maîtrisés au millimètre près. Bah, il a ça fait partie en tout cas de son style et ce délire-là, mais c'est marrant de voir qu'il a pas choisi en fait de faire de l'animation et qu'il fait plutôt du live, ou alors qu'il aurait pu se dire, bah, en fait. Et je pense que c'est aussi pour facile. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est les marionnettes. Il aurait pu se dire ça. Mais donc en fait. Ce qui est intéressant aussi, hein, une des marques, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais une des marques, c'est qu'il travaille toujours un peu avec les mêmes personnes. Il a vraiment cette espèce d'esprit de troupe autour de son cinéma. On peut notamment citer Bill Murray, qui a quand même joué dans 11 de ses 12 films, ce qui est quand même assez impressionnant. Et c'est lequel dans lequel il n'a pas joué Le premier. Le premier. Ah ouais, le tout premier, tout simplement. Ouais. Et, bah oui, évidemment. Et non, en fait, il a pas joué. Il a joué dans 11 de ses 13 films parce qu'il a pas joué dans les trucs Netflix. Dans les trucs d'animation. Ils ne sont pas vraiment des trucs Netflix. Ah non, les trucs Netflix dans lesquels il n'a pas joué, effectivement. Donc ouais, Bill Murray, c'est son parrain. Il y a aussi Jason Schwartzman qui a joué dans 7 de ses films, mais qui collabore aussi à l'écriture de certains, donc Darjeeling Limited, I Love Dogs, et enfin L'île aux chiens et The French Dispatch. Il y a Owen Wilson qui joue dans 7 films, qui a coécrit d'ailleurs avec lui ses 3 premiers films. Willem Dafoe dans 6 films, Adrian Brody, Angelica Houston, Edward Norton, Tilda Swinton, chacun dans 5 films. Et on peut aussi parler de Roman Coppola qui collabore avec lui sur à peu près tous ses films, soit à l'écriture, soit à la production. Et d'ailleurs, fun fact, c'est la preuve que Wes Anderson aime bien la famille Coppola, parce que Jason Schwartzman en fait est aussi un Coppola, un cousin un cousin de Roman, de Sofia et de Gia, et un neveu de Francis Ford Coppola. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un exemple, je trouve, de réalisateur un peu à l'ancienne, qui vient pas du tout du milieu, qui a fait en fait assez peu de films et qui a réussi à se faire une vraie place d'auteur avec son groupe d'artistes qui traînent autour de lui, ce qui est pas forcément un truc très commun et pas forcément aussi remarqué ailleurs. C'est-à-dire que Christopher Nolan, par exemple, il prend très souvent les mêmes acteurs, notamment Michael Caine, avec lequel il a joué dans je sais plus combien de films. 6 ou 7, non ? Mais en fait, on le remarque pas autant que Wes Anderson, qui lui en fait est un exemple assez clair de ça, et cette espèce d'esprit de troupe est assez consubstantiel en fait, à la fois sur son style, à la fois sur sa manière de travailler. Mais parce qu'il le pousse en plus à son paroxysme dans Asteroid City, qui est un film qui parle de théâtre, qui parle de tout ça, donc je pense que vraiment il le conscientise aussi presque. Et surtout, ce qui est hyper choquant, c'est de réussir à faire ça dans le système hollywoodien des studios qui, notamment, d'habitude, aiment bien séparer les réals des gens qu'ils connaissent pour prendre des gens qui peuvent contrôler derrière. Donc, mais je trouve que le tour de force, il est là aussi. Tu vois, réussir à imposer des gens...
Enfin, c'est un cas un peu particulier parce que la réalité, c'est que les gens vont voir le film de Wes Anderson. Donc, il est l'argument marketing pour lui-même. Oui, maintenant, mais je veux dire, même tu vois, au fur et à mesure de sa carrière, qu'il ait réussi à s'entourer de ces gens et de les garder dans un système tu vois, de studio qui n'aime pas ça d'habitude parce que ça leur fait perdre le contrôle. Mais parce qu'il a toujours navigué dans une espèce d'entre-deux, de faire des films pas très chers et en même temps très sexy avec un casting qui réussit à réunir aussi pour la petite cuisine. En fait, c'est les grands acteurs qui viennent chez lui, tout le monde prend le même cachet très bas. C'est-à-dire que globalement, même qu'il a Bill Murray, Tilda Swinton ou genre Lina Kudry, ils prennent le même cachet et du coup, par conséquent, ça lui permet de réunir une troupe comme ça aussi. Et il arrive, et le tour de force, il est là aussi, je suis d'accord avec toi, de convaincre tout ce système-là d'agents, de marketeurs autour de lui, de dire, mais en fait, non, ils vont tous prendre, je sais pas, 5000 balles et faire le film parce qu'en fait, c'est moi. Donc, c'est un peu le tour de force là-dessus aussi. Ouais. Il doit être très sympa, du coup. Quand même. Il doit être très sympa et surtout, les gens savent qu'a priori, ils vont être dans un bon film. Je pense que c'est quand même un véritable argument. Rita, Wes Anderson, c'est aussi quelqu'un qui a des thématiques, des grandes thématiques qui traversent sa filmographie. Carrément, en fait, il y a plein de choses qui traversent sa filmographie. Il y a des troupes, il y a des thèmes, il y a des styles, etc. Et je pense que c'est pour ça que, en fait, à chaque fois qu'un nouveau film sort, il y a à peu près les mêmes choses qui se disent, genre, c'est la même chose. Et les gens qui aiment disent, non, c'est pas la même chose, c'est comme ça. Bon. Les thèmes en question, c'est la mort et le deuil, beaucoup. Le désenchantement et la fin de l'innocence. La transition vers une nouvelle ère, qu'elle soit la grande ère ou la petite ère au sens de passer l'adolescence, par exemple. Les dynamiques familiales complexes, ce qu'on laisse en héritage après notre départ, que ce soit notre départ d'un endroit ou de la vie, et l'attention aux détails, particulièrement ceux des personnes qu'on aime. Et je parle pas de style, là, je parle vraiment de... Même quand, en fait, il va souvent chercher les détails des personnalités de certains personnages ou de moments de leur vie et se concentrer sur un détail très spécifique. C'est incarné souvent par des objets, par des accessoires, par des traits physiques. Ouais. Exactement. Et dans l'ensemble, il a une relation... En fait, disons que c'est des films sur la relation compliquée et contrastée qu'on peut avoir avec ce qui était avant nous, ce qu'on a du mal à laisser tomber parce qu'il y aura quelque chose d'autre devant nous et que la chose devant nous n'est pas forcément mieux et on en a peur par avance, ce qui est une problématique finalement très humaine et si son style peut parfois nous tenir à l'écart, ce qu'il raconte est de tout ce qu'il y a de plus humain, donc je trouve ça assez paradoxal en fait, comment est-ce que c'est plutôt son style que les gens critiquent quand ils parlent de la froideur de ces films, je pense, que ses thématiques. Sauf qu'effectivement, si par le style on n'arrive pas à atteindre les thématiques, bah forcément ça crée un problème. Après avoir du coup écouté vos débats pendant Cannes et revu certains de ces films depuis, j'ai vachement eu envie de penser en fait à l'embourgeoisement de Wes Anderson qu'on lui prête. Non mais c'est une vraie question et ça m'a fait vraiment réfléchir au truc parce que... C'était une remarque de Valentin pour les gens qui n'ont pas écouté. Et pas que, en vrai, Valentin, c'est une remarque totalement légitime parce que quand tu vois ces films et qu'au bout d'un moment ils te touchent plus, et moi par exemple French Dispatch ne m'a pas touché, tu te dis il reste que l'image et qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que en gros, est-ce qu'il parle à trois pélos qui lisent des New Yorkers ou est-ce que finalement il a envie de parler d'autre chose? Étant une de ces pélos... Moi j'étais chaud pour le film, il n'y a pas de souci. French Dispatch, c'est un de mes préférés, donc je sais pas ce que ça dit de moi. Et donc je voulais m'intéresser dans ces thématiques, en particulier sur la politique dans le cinéma de Wes Anderson et comment est-ce que c'est... en fait, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui s'en éloigne et est un peu... presque réac en fait vu qu'il fait tout dans le passé. Bon déjà en fait c'est un cinéaste dans le passé, tu veux dire qu'il a une espèce de il a une image fantasmée non mais un fantasme sur le passé quoi. Il a même au-delà du fantasme un fétiche de tout voilà. C'est du cinéma kitsch au sens le plus strict du terme. C'est vraiment il y a qui s'attache aux objets et à leur valeur passée. Beaucoup d'effets qui s'accumulent, attachement aux détails, à des éléments visuels qui se répètent et hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il accumule des trucs qui sont très différents les uns des autres. Il va y avoir du potache et du grandiose dans un même plan, c'est la définition du kitsch. Je pense que personne n'a dit que c'était pas kitsch. Non mais juste voilà, c'est intéressant parce qu'effectivement quand tu prends la définition tu te rends compte qu'effectivement il coche toutes les cases. C'est pour ça qu'aussi c'est un point de départ intéressant qu'on cite assez peu, enfin en tout cas j'ai très peu lu sur Wes Anderson. En tout cas c'est un cinéaste qui aime le passé ou en tout cas qui préfère éloger ses histoires, ce que je pense pas être une volonté réactionnaire de sa part, mais peut-être une déconnexion, ça oui complètement. Et jusqu'au milieu des années 2010 en fait ces films étaient contemporains et souvent se passaient dans des univers proches de lui, à part dans Darjeeling Limited où ils partent en Inde mais qui en vérité se concentrent sur trois mecs qui lui ressemblent et qui sont sûrement des prototypes de lui. Aujourd'hui, ces films sont souvent critiqués pour leur obsession pour l'esthétique, le dandisme, le fait qu'il n'y a pas d'humanité et en fait on leur prête même un manque de profondeur intellectuelle. En fait, moi j'y vois plutôt dans ces films les plus récents une fascination pour le délitement de la beauté quand le contexte politique s'immisce dans l'intimité des personnages qui sont effectivement des personnages souvent passéistes et qui pensent encore exister dans une réalité qui en fait n'existe plus depuis longtemps. Alors il vit plus aux États-Unis, Wes Anderson, mais ça l'empêche pas de commenter surtout récemment l'actualité de son pays à travers son cinéma et même dans le press tour là de Phoenician Scheme. En fait il parle de Trump dans toutes ses interviews, ce qui m'a beaucoup étonné. Moi je trouve que le film parle vachement de Trump. J'ai pas vu le film encore, c'est pour ça que je peux pas. Et il a dit lui-même que les méthodes de bully de son de harceleur dans son film sont celles de Trump.
en fait, pour moi, les films les plus ouvertement politiques de ce cinéaste, c'est Grand Budapest Hotel et The French Dispatch, donc l'un que j'adore, l'autre moins. J'ai fait exprès aussi pour contraster. C'est des films où les personnages sont touchés par le contexte dans lequel ils vivent, de l'homosexualité du personnage de Jeffrey Wright dans The French Dispatch, à l'assassinat de Gustave par des fascistes, ou le contrôle de sans-papiers violents, ou de papier du sans-papier violent, pour Zéro dans Grand Budapest Hotel. C'est en fait Grand Budapest une fable qui ne cache pas ses opinions et thématiques, même si c'est une fable et que c'est dans un monde fantasque européen qui n'existe pas. Le monde de Gustave, donc Ray Fiennes dans le film, n'existe plus, et il le réalise brutalement à travers le film. Il idéalise une Europe qui n'existe plus, et son envie d'esthétique et de grandeur qui voit l'Europe encore grande se confronte à la réalité du contexte politique de son pays. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une fascination chez lui pour le futile et la beauté du futile. C'est-à-dire que c'est le gâteau, la montre, en fait tout ce que tu disais même, Valentin, sur le kitsch, sur justement la matière de l'objet, le fait que ce soit fait en tel cuir, dans un tel carton, écrit sur tel papier avec telle encre. En fait, il est tellement et voilà. Et je trouve que dans les films tels que Grand Budapest Hotel, c'est hyper touchant parce que tu vois des personnages qui sont attachés à faire vivre ça de manière. Ça se détruit. De manière un peu, oui, mais de manière que eux-mêmes conscientisent comme étant futile. Et là où je trouve que dans les films où ça marche moins pour moi, c'est quand en fait ça devient simplement une espèce d'effet de style d'affichage. Et du coup, je pense que le divorce, il peut arriver à ce moment-là. En tout cas, pour moi, il arrive à ce moment-là quand ça devient un simple exercice d'énormes geeks qui va écumer les brocantes et envoyer des assistants chercher le bon gâteau dans la bonne boulangerie fait avec la bonne farine et la bonne crème, ou vraiment, ou alors quand ça vient définir vraiment un truc hyper intime entre les personnages, comme c'est le cas dans Grand Budapest Hotel, où en fait tout le déchirement politique intime et voilà tout le déchirement politique et intime va se jouer autour d'un gâteau et d'une boulangerie. Et donc je trouve que ça c'est les moments où il arrive à lier les deux, justement cet amour du futile, du kitsch, et également quelque chose de plus profond, de métaphysique. Et pourtant, c'est une fable. Moi, c'est ça que je trouve assez dingue, c'est qu'il ne précise pas où on est, quand on est ou quoi, même si c'est vaguement adapté de Zweig. En tout cas, c'est un film sur les dangers de l'enfermement dans les idéaux esthétiques passéistes, quand on ne réalise pas qu'en fait, ces idéaux aujourd'hui sont mis en œuvre par des fascistes. Parce que lui, en fait, il se retrouve quand même dans les tableaux, dans le personnage de Ralph Ray Fiennes, il se retrouve... Monsieur Gustave. En fait, il est toujours dans l'hôtel et il est toujours en mode non, mais business as usual, tout va bien, tout est toujours aussi joli. Et si c'est toujours aussi joli, c'est que tout va bien. Et moi, c'est ce que je trouve dingue dans le cinéma de Wes Anderson, c'est que parfois on se demande si lui-même a compris que lui-même parfois a ce travers d'aller vers le joli avant de réfléchir au fond derrière. Alors que ces personnages en sont parfois conscients. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai l'impression qu'il en est conscient. Et aussi dans The French Dispatch, que perso j'avais moins aimé à cause du fait que j'ai été tenue à distance émotionnellement de ce qui se passait. Pour autant, la partie avec Lina Koudry et Timothée Chalamet, donc la révolution des étudiants, en fait c'est des étudiants qui se perdent dans la pureté idéologique. C'est un film qui se passe pendant mai 68 et qui montre, ce court-métrage là, et qui montre la difficulté à s'accorder entre les gauches, lol. C'est un film où les Américains fuient vers la France pour y trouver la liberté et la révolte, et en fait ils arrivent et en fait ils jouent la révolte, et la révolte c'est les esthétiques, c'est quel drapeau on va choisir, c'est quel costume on va décider de porter, et en fait les discussions de café so French, ça suffit pas à faire la révolution. Et en même temps c'est le plus important, quelle couleur sur l'affiche, qu'est-ce qu'on va porter. Et c'est ce que je trouve trop fun. Alors pour le coup j'ai pas aimé pour autant le film, même si j'ai trouvé je l'ai trouvé intéressant à analyser, mais c'est pas un truc qui m'a touché parce que je trouve qu'il s'est perdu dans là il y a que du style. Il y a d'autres films encore que je pourrais citer, genre I Love Dogs, qui est aussi sur la politique. L'île aux chiens en français. Pardon, sur l'île aux chiens, sur les révoltes. Enfin voilà, c'est des choses qui reviennent beaucoup, et je trouve ça assez dingue parce que à cause de son enfermement dans le style, en fait on se retrouve à voir ces marottes que visuelles, ou ces marottes de avoir les mêmes acteurs et les actrices, alors qu'en fait dans ces thématiques il a des thématiques qui reviennent très souvent et qui ont mûri avec lui. C'est un fromage en fait. Et en fait quand ça ne nous touche pas, et moi perso sur les courts-métrages et French Dispatch c'est le cas, quand ça ne nous touche pas, je suis agacée, mais à un degré où j'ai envie de le gifler, parce que je suis là, mais arrête avec ta symétrie et de merde. Ouais. Alors que quand ça me touche, je suis là, ok, j'avais oublié, tu es un des meilleurs auteurs de ta génération, et je trouve ça assez dingue. Est-ce qu'il y a peut-être moins de personnages aussi dans ces derniers films, il va plus s'emparer de concepts ou d'espace ou de lieux que vraiment des trajectoires de personnages, comme justement tous les films avant Asteroid City, il y a plein de personnages et c'est trop bien.
Oui, mais Oui, non, mais je suis d'accord, mais on va plus carrément cartographier une ville et un espace que vraiment s'intéresser à des personnages. Et du coup, je pense que les acteurs qui sont très connus, on va beaucoup plus les voir. Enfin, il y a un côté beaucoup plus énervant aussi parce que effectivement l'intime est peut-être moins investi. Mais tu l'as dans le titre des films. Hein. On est passé de la famille Tenenbaum à Grand Budapest Hotel, Asteroid City. Exactement. Ah, c'est marrant. Ouais, non, mais bien sûr, mais parce que et je pense que lui, il va venir s'intéresser même visuellement à d'autres trucs et il va venir s'intéresser à filmer l'espace plus que les personnages, qui est un programme très intéressant, je trouve, mais effectivement peut-être moins grand public. Quoi. Et avant justement de faire cette transition merveilleuse que tu es en train de faire vers son style, je voulais juste donner la parole à Valentin qui voulait peut-être répondre à Rita sur l'angle politique. Il y a eu trop d'éléments. Il y a eu plein d'éléments compliqués, mais non, en fait, je trouve qu'effectivement, la question du côté réactionnaire de son cinéma, en fait, je pense que oui, on peut s'accorder sur deux trucs. C'est que, c'est un cinéma qui est devenu morbide, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques qui sont omniprésentes, que tu t'en parlais, du deuil et de la mort, qui sont vraiment, je trouve, très pesantes sur ces derniers films, plus encore que dans les premiers. Ouais, dans Asteroid City, la seule histoire qu'on retient vraiment émouvante, c'est la mère. Voilà. Le père qui doit annoncer la mort de sa femme à ses filles. Et je trouve de manière intéressante que dans The Finishing Scheme, il y a quand même le côté où. En fait, c'est omniprésent, cette histoire de décès à venir, d'héritage, et en même temps, il n'arrive pas à l'adresser. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il n'arrive pas à traiter entre les personnages ou même dans la tonalité. Donc, je trouve ça intéressant. Après, voilà, thématiquement, je trouve que je suis un peu embêté par sa fascination grandissante, quand même, par une certaine forme de richesse. Mais voilà, tu vois ça à trucs, quoi de quoi ? Parce que moi, je trouve qu'effectivement, on peut potentiellement adresser ça dans le dernier, mais dans les autres films aussi, tu trouves qu'il est... En fait, le truc, par les riches. Typiquement de Grand Budapest Hotel, il y avait quand même il y a une arène qui est quand même spécifique, où tu es quand même effectivement dans une sorte de truc de très grande bourgeoisie, d'aristocratie presque. La famille Tenenbaum, c'est un peu la même chose. Et puis c'est un leurre aussi. Ouais, c'est ça. Oui, mais à chaque fois, alors, le truc, c'est que moi, je vais pas lui prêter d'intention. Hein. Attention, je suis pas en train de lui prêter le flanc politiquement à quoi que ce soit. Je le connais pas. Et par ailleurs, je dis juste ce qu'il y a dans ces films de manière visuelle. Ce qui revient, ce qui l'obsède, c'est qu'il y a quand même ça. Et puis par ailleurs, il y a une porosité quand même très forte de son cinéma, et ça l'a beaucoup agacé quand l'IA a commencé à répliquer certains de ses films. Mais le fait est qu'il y a quand même une porosité avec une image publicitaire, c'est-à-dire que le fait qu'il ait beaucoup tourné pour Netflix dans certains projets adverses dit quelque chose de lui. Le fait qu'il ait tourné pour des grandes marques de luxe, ça dit quelque chose de lui aussi. En fait, je trouve que son esthétique, elle est aujourd'hui mortifère aussi parce que elle peut être appropriée par un certain nombre de groupes. Et donc en fait, je trouve que ça trouble un peu sa manière de procéder. En fait, je trouve. On pourrait dire la même chose de Miyazaki ou de Sofia Coppola. Enfin, mais c'est pas la question. Je parle juste de Wes Anderson. C'est-à-dire que les autres, à la limite, m'intéressent pas tellement. Moi, en fait, là où tu vois de la fascination. Moi, j'y vois, en fait, peut-être que c'est ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il décorrèle certains objets de luxe ou quoi de leur contexte social plus global. Parce qu'en fait, parfois, t'as l'impression qu'il est juste fasciné par un truc hyper spécifique, par la poignée de porte fabriquée par tel artisan en 1895 dans tel atelier avec tel métal, qui, en fait, c'est ça qui le fascine parce qu'il est hyper fétichiste des petits objets comme ça, qu'en fait, il va collectionner ça comme une espèce de mec qui collectionne les insectes. Parce que lui-même est un artisan et je pense que juste, tu vois, il y a aussi ce truc-là, quoi. Surtout que si c'est de l'artisanat, enfin pour moi c'est pas la même chose que de louer la grande enfin vraiment, sincèrement, je pense pas que être fasciné par certains petits objets comme ça, il y a des fois où c'est hyper agaçant, mais je pense pas que ça soit une fascination pour l'art de vivre hautement bourgeois, encore moins actuel, mais alors moins même pas du passé. Moi je pense que c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que c'est tout ce monde du luxe qui s'approprie les codes de Wes Anderson et pas l'inverse. Wes Anderson, lui, il a... Personne n'a forcé à tourner des trucs pour Prada, pour Chanel. Écoute, faut bien... Voilà. Non, mais je veux dire, dans l'absolu, on vient le chercher pour qu'il vienne faire ce qu'il veut. Je le vois mal, en tout cas. De toute façon, je pense pas qu'il en soit capable de faire quelque chose qu'il a pas en tête. C'est toujours un peu le problème avec ces gens qui ont un univers visuel aussi. Par ailleurs, je veux bien lui prêter le fait que c'est pas intentionnel. C'est-à-dire qu'il y a un truc où le mec a l'air tellement dans sa bulle, où je pense que il est à la fois un peu autiste et avec tout le respect que j'ai pour. Et puis surtout, on n'est pas des psychologues, donc on n'en sait rien. Voilà, mais il a ce côté autistique dans son travail. Et par ailleurs, effectivement, il est dans un ego trip quand même assez sensationnel je trouve de plus en plus, c'est un des trucs qui me pèse aussi, c'est-à-dire que il est dans un ego trip. En fait, tous les personnages qui parlent et qui s'expriment dans ces derniers films sont lui. Et c'est un truc qui mais voilà. ça, je te rejoins plutôt parce qu'il y a un côté où dans Grand Budapest Hotel, il y a une plus grande variété de personnages que dans ces derniers. Et avant, la famille Tenenbaum. Oui, je suis d'accord. Moi, je vais défendre The French Dispatch. Je trouve que The French Dispatch, pas du tout. C'est un film. C'est pas forcément un film dans lequel il se met en scène lui-même. C'est pas un film. Je trouve que c'est un des films les plus, au contraire, les plus
plus démonstratif que j'ai vu moi. Mais ça reste un film assez fétichiste sur le côté, la presse papier, le dessin, Bien sûr, mais parce qu'en l'objet. fait, d'un point de vue très esthétique, en effet, il est très fétichiste. C'est-à-dire que c'est son délire. Mais je pense il parle pas beaucoup. Nous, on parle beaucoup pour l'analyser, ce monsieur, et on peut analyser que ses œuvres en vérité, parce que lui, on n'en sait rien. Mais c'est ça qu'on parle. Hein. Ouais, ça exactement. Moi, je m'en fiche de lui à la limite. C'est ce qui m'intéresse, ce qu'il y a dans ses films. C'est-à-dire qu'il sera peut-être d'ailleurs. Mais du coup, on peut pas lui prêter des intentions. Non, mais moi, je le fais pas. Non, mais tu peux projeter des choses. Projeter des choses de son cinéma. Son cinéma, il raconte des choses indépendamment de lui. C'est-à-dire, il a pas la paternité absolue sur son œuvre. En tant que spectateur, on peut s'approprier des choses. Tu parlais d'esthétique, t'as utilisé le mot publicitaire. Félix, on va revenir sur le. Range sur ce le couteau, style Félix. Visuel de Wes Anderson, justement. Ouais, on va brasser de l'air d'abord. Wes Anderson, il aime bien la symétrie. Merci, au revoir. Effectivement, il cherche pas à imiter la réalité et il cherche à la styliser. Voilà, jusque-là, tout va bien. Il y a un vrai travail de l'espace et donc, du coup, vachement dans ses derniers films. Mais de manière générale, depuis le début, il a une utilisation très conceptuelle en fait de l'espace, un peu comme Bong Joon-ho d'ailleurs. Ça va être la verticalité justement d'un hôtel, d'une maison de famille, d'un phare, l'horizontalité d'un train dans Darjeeling Limited, ou même la circularité d'un désert ou d'une décharge dans L'Île aux Chiens et du coup Asteroid City pour le désert. Et surtout, je trouve qu'à chaque fois, il y a toujours des rapports de pouvoir en fait qui sont étudiés dans la manière dont les personnages vont occuper justement l'espace et comment ces espaces évidemment vont refléter l'état d'âme justement des personnages. Et c'est vraiment ça, et c'est encore plus criant je trouve dans ces derniers films, exactement comme son utilisation de la couleur. C'est pareil, c'est pas juste pour faire l'esthète. Je trouve qu'il y a un vrai vecteur narratif et que la couleur à chaque fois, en tout cas moi personnellement, induit une réponse émotionnelle qui est très cohérente avec ce qui se passe et avec les personnages. La musique aussi c'est pareil, bon évidemment il y a les compositions d'Alexandre Desplat, on joue de la musique aussi dans ces films, on en écoute, c'est vraiment quelque chose pareil, il y a une forme de fétichisation pour la musique, ça rythme les séquences et en même temps ça reflète pareil comme pour justement tout ce que j'ai dit avant, l'état intime des personnages. Non, je crois que tu voulais réagir, Yuri, en tant que grand musicien. Et pareil, je trouve que ça permet de construire un peu leur psychologie, ça nous en renseigne un peu sur leur goût, sur leur personnalité. Je trouve qu'ils conçoivent en fait ces personnages vraiment par fragments, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et ces personnages, parlons-en, ils sont toujours tous habités par par un mouvement. À chaque fois, ils ont cette espèce de volonté quelque part d'avancer. Ils ont tous une manière quelque part de se mouvoir dans l'espace qui est très particulière. Et c'est en ça que je trouve qu'il rejoint un peu la philosophie keatonienne ou même chaplinienne quelque part justement qu'on vient très souvent rabâcher quand on parle. Je pense qu'en effet, il y a une parenté évidente, on l'a pas dit, avec le cinéma muet et notamment le cinéma de Buster Keaton qui est assez... Et c'est même probablement un des derniers qui le fait vraiment bien, en tout cas qui respecte un peu la philosophie, je trouve, de ses grands maîtres. Et du coup, c'est des personnages qui sont, je trouve, constamment dans une espèce de nécessité d'avancer. Rita t'en parlait un petit peu, ou alors qui sont au contraire contraints à la fixité, et c'est pour ça que je trouve qu'Asteroid City est un de ses plus grands films. Bref, et tout ça évidemment se répercute directement dans sa grammaire visuelle. Le sacro-saint travelling qu'il utilise en permanence, mais qui, je trouve, illustre encore une fois très très bien ses personnages. Le zoom pour isoler un détail, une partie de l'image, ou alors le plan fixe, dans une référence justement au cinéma muet, où moult actions à chaque fois vont venir justement s'y développer un peu comme une espèce d'étude presque scientifique, je trouve, du mouvement. Et moi, c'est ça qui me passionne, même dans ces derniers films, justement, qui sont un peu moins marqués en termes de personnages. C'est aussi un grand monteur, Wes Anderson. Il va venir sculpter le temps. Il va imposer un rythme effréné, pareil, très souvent, qui singe un peu la gymnastique interne des personnages. Alors, est-ce que c'est lui ou pas ? J'en sais rien. Non, mais je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est là que je m'insère dans un truc qu'on voulait aborder après sur la question de est-ce que c'est un des derniers formalistes ou pas. Et en fait, on est totalement là-dedans. C'est vrai que tu parles du muet et je pense qu'il y a ce truc très concret de il considère que c'est la forme qui doit produire des effets. Exactement, et qu'en fait, c'est de la mise en scène que par toute forme d'émotion et toute forme de résultat, qu'elle soit esthétique, ou émotionnelle, tout part de la forme. Et c'est un truc effectivement qui vient du muet, dont Murnau parle énormément, mais effectivement, vous n'avez pas tous les burlesques, on est totalement là-dedans. Et je pense que c'est ce qu'on vient d'abord chercher. Et donc, en ça, c'est un vrai formaliste. Tout à fait, mais de toute façon, j'ai dit mais je suis complètement d'accord avec toi. Et pareil, du coup, cette espèce d'utilisation de montage un peu frénétique va être complètement contrebalancée par l'utilisation des ralentis. Il en utilise beaucoup. Il aime bien suspendre le temps, illustrer justement une espèce de bascule, soit dans le récit, soit dans l'intimité justement de ses personnages. Alors, on va essayer de parler un peu du look vintage, justement. Est-ce que c'est publicitaire ? C'est un cinéaste de la matière, Wes Anderson. Il adore filmer des tableaux, les livres, les lettres, les tissus, les vinyles, les cassettes, et j'en passe. Alors, est-ce que c'est fétichiste ? J'en sais rien. En tout cas, un certain Alexandre Guillaume Tilski, j'espère ne pas écorcher son nom et faire une Elisabeth, a qualifié... Pardon, balle perdue. Balle perdue de ouf. A qualifié Wes Anderson de cinégraphiste, une espèce de mélange entre un graphiste et un cinéaste. Je suis assez d'accord. Il aime bien filmer la matière et les objets, et pas parce que c'est beau et cool, mais parce que ces objets portent une mémoire, sont le témoignage d'une époque, d'un moment, d'un souvenir que les personnages de Wes Anderson poursuivent un peu en vain, et je trouve qu'il le couple vachement avec justement l'espèce de volonté de mouvement que les personnages ont dans ces films.
Et tout ça nous ramène à ce dont parlait Rita, la nostalgie, l'enfance, c'est quand même des thèmes qui parcourent évidemment toute son œuvre, le temps qui passe, l'enfance perdue. L'enfance, j'ai même presque envie d'aller plus loin, je sais même pas si c'est un thème, pour moi c'est presque une position de regard, c'est un cinéaste enfantin en fait, Wes Anderson, dans le sens où il filme les choses du point de vue d'un enfant, et je trouve qu'en faisant ça, il va venir vachement souligner de manière douce amère la violence du monde adulte et l'extrême mélancolie qui s'en dégage. Et moi, c'est ça qui va venir me toucher. Et si on reparle justement un peu de symétrie... Mais non, juste sur l'enfance, en effet, même son humour, il y a parfois des espèces de blagues, notamment dans Venetian Scheme, ça démarre par une blague qui est vraiment une vanne de gamin de 6 ans. C'est extraordinaire, ça. Elle est trop bien. Et, moi, j'ai rigolé parce que peut-être je suis un attardé ou un gamin de 6 ans, j'en sais rien. Mais oui, c'est vrai qu'on revient au cartoon et au burlesque, encore une fois. Et je pense que c'est un des cinémas qui est le plus précieux à montrer à des enfants parce que je pense qu'il les prend pas pour des cons, en fait. Je pense qu'il est justement au contraire, il croit vachement en leur regard. Et typiquement, on parlait de symétrie. Je pense que ce qui l'intéresse, outre la symétrie, c'est surtout le décadrage et le désordre, parce que justement, c'est des personnages qui sont tous à chaque fois blessés dans ces films et qui, quelque part, ont besoin d'un monde très organisé, un peu comme d'une carapace. Il y a une approche presque thérapeutique, pour lui, ça c'est sûr, on en a déjà parlé, mais aussi pour ces personnages qui organisent le chaos de leur vie pour ne pas se laisser submerger par les émotions, d'où la rigidité, justement, émotionnelle de ces personnages. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans son cinéma. Il dépeint l'âge adulte comme un moment où l'émotion n'existe plus, parce qu'on ne s'autorise plus à ressentir. Et personnellement, c'est cette tension infime qui me brise à chaque fois dans son cinéma, vraiment. Et d'ailleurs, ces moments de grâce, à chaque fois, c'est quand le cadre déborde, quand les adultes s'autorisent enfin à ressentir, et c'est la magnifique scène de suicide dans La famille Tenenbaum, c'est la fin de Grand Budapest Hotel, c'est l'alien dans Asteroid City, et c'est même un père qui se bat pour obtenir la garde de sa fille, alors que c'est même plus vraiment sa fille dans Venetian Scheme, sans trop spoiler, mais bon, de toute façon, allez voir le film. Et c'est vrai que, vous en avez parlé, beaucoup de gens se plaignent que son style masque un peu les émotions, et c'est là que je te rejoins complètement, Valentin. Je pense qu'il a juste une démarche très formaliste. Pour lui, en fait, c'est vraiment le style qui les véhicule, et en fait, il fait presque des films personnages, des films émotifs, et je trouve qu'en fait, moi, personnellement, c'est ça qui va venir me toucher. Après, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas forcément conditionné à regarder des films de cette manière. Généralement, on a un rapport où c'est les acteurs qui vont nous émouvoir. Et là, en fait, effectivement, c'est pas forcément les acteurs, c'est tout ce qu'il y a autour. Mais en même temps, en faisant ça, je trouve que du coup, l'émotion est beaucoup moins dirigiste. Il laisse beaucoup plus de place au spectateur pour, quelque part, justement, s'emparer un peu des émotions qu'il essaie de lui transmettre. En plus de lui tendre un miroir assez déformant sur son rapport à sa propre intimité, que moi, personnellement, je trouve vraiment passionnant. Après, est-ce qu'il est réac? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est... On y revient. C'est pas complètement publicitaire, quoi. Moi, encore une fois, j'ai pas d'avis hyper tranché sur l'exemple. Je trouve ça intéressant de les réfléchir plutôt qu'effectivement, il y a un côté, tu l'as dit tout à l'heure, mais un peu un côté Beaujolais nouveau de à chaque fois le même débat de est-ce qu'il a changé, est-ce qu'il va trop loin, est-ce qu'en fait il s'assume juste. Oui. Et c'est vrai qu'effectivement, ce débat critique, il est un peu fatigant parce qu'on tourne en rond depuis presque 10 ans, là, ça commence à faire long, quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que notamment il y a 2 ans, quand il y a eu la trend TikTok où c'était genre hashtag Wes Anderson et que les gens faisaient des plans, ils n'ont gardé de Wes Anderson que les plans symétriques et la photographie, celle de Asteroid City, donc les couleurs sursaturées, un peu pastel. Et que j'avais même vu des contre-TikTok de gens hyper énervés qui disaient mais en fait vous avez pas vu les films parce que vous comprenez rien, vous laissez que la froideur et le côté inaccessible, et en fait c'est de la pub ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a effectivement eu plein de marques qui ont utilisé ça, au-delà des pubs que lui-même a réalisé, je veux dire, des marques qui ont utilisé cette trend en l'été 2023, et en fait quand je vois ça, je pense que c'est quelqu'un qui est tellement dans la culture, pas pour dire que ses films font des milliards d'entrées et tout, mais tout le monde à peu près sait et a une idée sans avoir vu ses films de ce que ça représente, et je pense que ça doit le saouler de ouf, mais c'est tellement intéressant parce que j'ai pas d'autres exemples de cinéastes dans la culture comme ça, même moi j'ai souvenir d'une pub, je crois, je sais plus, on s'en fout, on la peut de refaire mais qui avait repris l'esthétique de Kubrick justement, et pareil, tu vois, ils reprennent cette espèce d'esthétique là pour genre vendre de 2001 je crois qu'il y avait un peu d'Eyes Wide Shut, il y avait du Orange Mécanique, enfin tout ce truc là. Mais ce que je veux dire, c'est que là tu dois mobiliser, en fait ce que je veux dire par là, c'est que tu peux mobiliser les 3 gros films de Kubrick et tu sais à peu près ce que c'est, mais décorer les uns des autres. Wes Anderson, tu mobilises même plus des films. C'est ça, tu mobilises une manière de cadrer. J'allais dire, quand on a fait notre focus sur Almodovar, on pourrait dire la même chose. Ah, c'est vrai, carrément. Complètement. Almodovar, là, on en avait parlé. J'ai envie de dire Tarantino, où t'as quelques plans. Oui, c'est vrai. T'as quelques plans où il y a mais eux-mêmes sont volés. Tarantino, je pense que Tarantino, tu mets des gros plans de pied, tu sais que. Par exemple, mais je crois que Wes Anderson est très agacé. Il l'avait dit publiquement par le compte Instagram Accidentally Wes Anderson, qui reprend un peu. Enfin, il me semble qu'il avait eu un espèce de take en disant mais c'est pas du tout mon cinéma. Déjà, est-ce qu'il sait ce que c'est que Instagram? Franchement, quand je vois ses films, je pense qu'il est hyper au courant. Je pense qu'il est savamment, il ne dit rien et ne se positionne pas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il sait tout. Déjà, il est en contact avec Romy Mars.
la fille de Sofia Coppola et Thomas Mars. S'il est en contact avec elle, il est au moins par éponge, comme on dit, par capillarité, il est au courant de certaines choses d'Internet. Je pense que vraiment. On va peut-être terminer le focus déjà en se demandant quel est votre Wes Anderson préféré et un peu ce qu'on attend de lui peut-être à l'avenir. On disait que c'était peut-être un cinéma de plus en plus conceptuel. Mais pour rejoindre un tout petit peu par contre effectivement ce que dit Valentin, je trouve que quand ton style devient aussi poreux et se fait tellement récupérer, moi j'attends de lui, et c'est ça que j'avais bien aimé un peu quand même dans Asteroid City, mais j'attends de lui justement qu'il arrête de s'enfermer là-dedans et qu'il potentiellement fasse un film qui envoie un peu tout un peu valdingué. Des acteurs inconnus, des plans complètement. Je pense qu'il s'est dit ça en prenant Mia Machin. Un film des frères Dardenne, quoi. Ça va être le film d'après, mais d'abord, je veux savoir quel est votre Wes Anderson préféré à tous. Moi, j'adore La famille Tenenbaum, voilà. Et dans son espèce de nouveau style ou de deuxième partie de carrière, j'adore Asteroid City. Je crois que t'as exactement les deux mêmes que moi, et ça me pose problème. Non, ça va. Manon. Moi, c'est aussi La famille Tenenbaum que j'aime beaucoup. Après, j'avoue, de manière générale, je suis pas hyper réceptive, mais La famille Tenenbaum, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que tu t'es pas mis sur le focus d'ailleurs. Laurent. Moi, je pense que je vais citer un peu ceux qui sont plus mal aimés, juste pour faire chier, mais en réalité, pour moi, il n'y a pas grand-chose à acheter dans sa filmographie. Je vais dire, entre guillemets, dans son ancien style, je vais dire Moonrise Kingdom, qui est, je trouve, très joli et très touchant, qui est un teen movie très réussi. Et The French Dispatch, qui est je trouve, une vision presque sociologique très intéressante et très, très touchante de ce personnage qui vit en France et qui veut parler de la France de manière pas très sympa, que moi j'aime beaucoup. Yori. Pareil, deux films. The Grand Budapest Hotel, qui reste à ce jour pour moi son plus grand film, le plus vertigineux à la fois formellement et puis dans ce qu'il raconte dans le fond. Et puis là où justement le mariage entre l'émotion et le formalisme du style fonctionne le mieux, notamment son jeu avec les différents formats d'images. Je trouve que justement c'est un des trucs qui raconte tellement de choses alors que c'est un pur exercice formel. Et le deuxième c'est Fantastic Mr. Fox, parce que c'est tout le volet animation et pareil famille dysfonctionnelle possible, et parce que George Clooney fait la voix originale. Regardez les behind the scenes. Et merde quoi, qu'est-ce qu'il est bon là-dedans, donc voilà. Valentin. La même chose, Grand Budapest Hotel et Fantastic Mr. Fox. Mais moi, je pense que le Grand Budapest Hotel, ça a marqué pour moi, parce que je l'ai vu aussi à un âge où je pense que ça a beaucoup marché il y a une dizaine d'années. Mais je pense que ça signe le fait qu'il est pas très loin. Enfin, il manque pas grand-chose. Je pense qu'il est dans une panne créative, en tout cas à mes yeux, depuis quelques années. Mais ça va passer à l'évidence. Et il lui manque pas grand-chose. Genre un tout petit peu plus de romantisme, un tout petit peu plus de croyance dans ses personnages et dans ses histoires. Et tout ira très bien, parce qu'il sait faire plein de choses. Mais donc, t'aimes pas Asteroid City ? Non, je le déteste quasiment autant que The Phoenician Scheme. D'accord. Mais aussi, encore une fois, à l'aune de la manière dont j'avais aimé Grand Budapest Hotel, je comprends. J'estime que c'est un des meilleurs films de la décennie. Mais moi je préfère Asteroid City à Grand Budapest Hotel, mais je sais, me coupez pas la tête. Rita. Moi, je pense que son plus grand film, c'est Grand Budapest Hotel. En revanche, on est d'accord quand même. Mon préféré de lui, c'est Darjeeling Limited. Je pense que je suis la seule. Là, t'es vraiment, je pense, un peu toute seule. Écoutez, j'adore ce film, mais pas que parce que le romantic interest, enfin que la meuf s'appelle Rita dedans, mais juste, j'aime trop ce film, je le trouve génial. C'est un des seuls films entièrement sur des garçons que je trouve pas agaçant. Donc déjà rien que pour ça. Alban, t'as pas participé au focus, mais tu peux donner ton avis. Non, parce que j'ai pas eu le temps, mais j'aurais eu beaucoup de choses à dire malheureusement. Moi, mon préféré, c'est un peu même beaucoup comme Yuri, c'est The Grand Budapest Hotel pour les mêmes raisons. Mais tout à l'heure, vous parlez justement de son attachement aux choses, notamment dans The Grand Budapest Hotel, et je trouve que c'est un des seuls films où c'est pas forcément vrai, où justement il s'attache beaucoup plus au rapport humain, et en fait, c'est aussi de ça qu'il emprunte à Zweig, c'est-à-dire la manière que Monsieur Gustave a d'être en société, d'être en rapport avec les gens, avec Zéro notamment, et c'est ça qui est bouleversant dans le film. Donc, voilà, ça fait beaucoup de... C'est plus lesquels on n'a pas cités. Oui ? De quoi ? Moi ? Moi, j'ai dit que c'était les mêmes que Félix. J'ai dit que c'était La famille Tenenbaum et Asteroid City. Donc voilà, j'ai rien à rajouter malheureusement. Et j'aime beaucoup Fantastic Mr. Fox. Après, il y en a quelques-uns, je crois que j'ai pas vu ses premiers. Donc peut-être t'es viré, je pense. Peut-être à rattraper. Bon, je me casse. Je suis présente à ma place. Mais ça m'arrange parce que le film d'après, c'est un changement, mais alors drastique. On va parler de Jeune mère de Jean-Pierre et Luc Dardenne. T'entends ? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés. Demain soir, tu fais la cuisine, ok ? Tu
Tu vas faire quoi? Bah des pâtes avec des aubergines. Je suis au bord de la crise d'angoisse avec ces sonneries. Jeune mère, comme son titre l'indique, c'est l'histoire de 5 adolescentes qui sont hébergées dans une maison maternelle et qui ont l'espoir de parvenir à de vies meilleures pour elles-mêmes et pour l'enfant qu'elles portent. Manon, donc, jeune mère, prix du scénario à Cannes. Oh, ta tête, la tête. Non, mais surtout les gens qui nous écoutent, qui ne nous regardent pas sur YouTube, n'ont pas vu voir ta tête. Enfin, vraiment, c'est du vol, ce prix du scénario. C'est la mafia. Ils sont rentrés tranquillou, lentement, ils l'ont pris. Ils sont dit, au revoir. Personne les soupçonne parce qu'ils sont vieux. Pardon, mais l'année dernière, c'était The Substance qui était déjà, même quand on aime le film, un scandale que c'est le prix scénario. Il faut quand même dire à nos auditeurs que le problème, c'est que les gens dans le monde du cinéma de manière générale n'ont l'air de pas savoir ce qu'est un scénario. Et donc on récompense soit une thématique et pas du tout le travail sur le scénario, soit c'est genre le film où on sait pas quel prix lui donner et du coup il prend le prix du scénario. C'est atroce. Après, ça peut être pire. Regarde, tu peux avoir un prix spécial comme Big Anne, une gommette papillon et merci, au revoir, à la prochaine. Là, je pense que c'est la thématique, à mon avis, qui a Non, moi je pense que c'est même pas ça, mais j'y reviendrai après. Okay. Mais le problème, c'est que même eux n'ont pas l'air d'être convaincus et d'avoir un intérêt à parler de cette thématique. Enfin, vraiment, il y a un truc où tu comprends pas où ils ont été chercher ça. Je pense qu'ils ne se sont jamais entretenus. Enfin, je sais pas comment ils ont fait leur recherche sur un sujet qui est quand même un sujet. C'est donc sur des. Oui, tu l'as dit dans le. C'est Audiard qui a fait le film. J'ai dit que c'était sur des adolescentes qui sont enceintes. Des filles mères dans un foyer. Et enfin, je comprends pas pourquoi ils ont eu envie de raconter cette histoire. Enfin, on dirait que vraiment ils n'ont aucun intérêt pour les histoires de ces jeunes filles. C'est encore une fois le scénario, je ne comprends pas parce que elles vivent donc dans un foyer, mais il y a même pas une vague articulation. C'est un film choral, c'est un film qui se veut choral. Voilà, qui se veut choral, mais il y a aucune réflexion, je trouve, sur la construction de ce scénario choral. Enfin, jamais elles se croisent, jamais elles font groupe, jamais. Enfin, en fait, c'est juste 4 histoires à la suite comme ça, et la vie de ce foyer est pas du tout incarnée. Alors, on nous le présente vaguement comme un truc assez paradisiaque quand même, franchement. Mais bon, il faut quand même montrer qu'elles vont pas bien, donc elles tombent dans les pommes, elles font des crises d'angoisse et elles se droguent, elles tombent dans les pommes. J'ai rigolé, c'est chaud, c'est un soap opéra quoi. Elle dit genre, mon Dieu, aide-moi à traverser cette épreuve. Elle tombe dans les pommes et t'es là genre non. C'est chaud. C'est vraiment très compliqué. Gros et surtout, enfin, je sais pas comment donner le prix du scénario à un film avec des dialogues aussi catastrophiques, parce que ça compte dans le scénario normalement, les dialogues. Enfin là, c'est vraiment, je pense c'est un premier jet quoi qu'ils ont filé à leurs acteurs. Enfin, ça sonne tellement faux, c'est tellement ampoulé, et du coup on a l'impression que tout le monde joue extrêmement mal parce que les pauvres ils ont des trucs à dire, mais j'aurais dû faire une liste sur mon téléphone des pires répliques. Je crois qu'Yuri en a quelques-unes. J'en ai une ma réplique préférée, c'est je me sens comme du sable, comme ma mère. Du sable qui boit du whisky. Non mais ça, c'est là incroyable. C'est hyper drôle ça par contre. Ouais, mais elle le dit premier degré. Jusque là c'est drôle. Premier degré. C'est pas drôle. Bon, Yuri, toi t'as beaucoup souffert ce matin en allant voir le film. Oui, et moi je suis assez en colère en fait contre le film pour plusieurs raisons. Non en fait parce que les frères Dardenne, c'est des gens qui ont débarqué avec une forme de cinéma qui était à l'époque assez radicale et assez nouvelle. Et en fait quand ils ont fait Rosetta, quand ils ont fait L'Enfant, en fait ils ont réussi à capter quelque chose d'une forme de réalité sociale, d'une forme de prise sur le vif, où ils arrivaient à mettre des acteurs professionnels dans des conditions assez on va dire naturalistes pour pouvoir aller capter des choses un peu des à côté que le cinéma un peu plus traditionnel commercial n'arrivait pas à faire. Et en fait on va dire cette fulgurance là, ce surgissement on va dire dans le cinéma est devenu système, et c'est quelque chose qui est insupportable à regarder, je trouve, dans Jeune Mère. C'est que vraiment tu vois leur système d'écriture, tu vois en fait la bonne idée de réplique qu'ils ont eue, vraiment où tu sens qu'ils cochent les cases de la misère sociale, et moi ça a commencé à m'énerver quand je me suis dit mais en fait ce film me ment, ce film se veut naturaliste, réaliste, ce que tu veux, mais c'est un film qui est plus mensonger que Mission Impossible en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc où en fait par là déjà en colère. En fait, par la naïveté, par la naïveté de sa narration, par la naïveté qu'il a de regarder ses personnages, leurs relations sociales, leur environnement, par cette espèce de fausse bienveillance qu'il leur impose par-dessus, avec laquelle il les accable. On voit vraiment les marionnettistes qui bougent
leurs pauvres petits personnages. On parle encore du Wes Anderson, là, je crois. Mais moi, voilà, je trouve qu'en fait, ça m'a mis en colère parce que c'est unanimement, encore une fois, salué comme une espèce de film social, difficile, machin. Mais en fait, pas du tout. C'est un film qui est malhonnête, c'est un film qui ment, et ce genre de film falsifie la réalité avec des fausses historiettes naïves qui veut être réaliste. Et moi, juste éthiquement, ça me met très en colère, d'autant plus que je commence à moi m'interroger sur cette espèce d'obsession qu'ont les frères Dardenne de filmer des jeunes femmes pauvres. C'est-à-dire que c'est quoi ce truc de, en fait, genre, ça devient une espèce de truc marketing de, en fait, systématiquement depuis 30 ans, ce qu'ils aiment filmer visiblement, c'est des femmes quand elles sont jeunes et quand elles sont pauvres. Et donc, en fait, c'est pas l'histoire derrière qui les intéresse, quoi. C'est vraiment dans un regard du coup qui est de plus en plus surplombant, qui est de plus en plus, je trouve, paternaliste, bizarre. Et du coup, moi, ça m'a mis vraiment extrêmement mal à l'aise de voir ce film parce que j'ai vu vraiment un truc qui était mal pensé, qui était pensé pour les mauvaises raisons et qui par ailleurs fétichise un peu cette pauvreté, cette misère sociale d'une manière que je trouve assez problématique. Et voilà, j'ai déjà dit assez. J'avais un dernier point mais j'ai oublié, donc j'y reviendrai après. Non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Tu disais fausse bienveillance. Je trouve que là, on tombe effectivement presque parfois dans la... Enfin, je sais pas si c'est de la méchanceté gratuite, mais je trouve qu'il y a tellement de choses gratos dans ce film. L'acharnement, il y a de l'acharnement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Genre, je pense que dans le pire des 4 ou 5, je sais plus... Elles sont 5. 5 histoires, c'est la pseudo-junkie qui va genre racheter ses doses dans... Enfin... Et puis à laquelle on dit tu t'es fait engraisser par notre fils pour nous soutirer de l'argent. Non, mais vraiment, en gros c'est pas la même chose. Genre qui parle comme ça, enfin vraiment ça c'est hyper gratos, c'est hyper. Il y a Isola quoi, mais plus le film avance et moins ils prennent la peine de construire quoi que ce soit. C'est d'un coup on apprend qu'il y en a une qui est retombée dans la drogue, mais tu vois rien. Voilà, c'est une liste de courses. Enfin, c'est mauvais, tout est mauvais, c'est catastrophique vraiment. Et je sais que certains autour de cette table aiment bien taper sur Ken Loach, mais je vais me faire l'avocat de Ken Loach. Je regarde Félix là-bas. Et Félix qui a fait moyen de. Mais en fait, Ken Loach a la grande différence. En fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au début, c'était bien, maintenant. Mais non, en fait, justement, c'est ça que je veux dire. Il y a une préconception sur le cinéma de Ken Loach qui a fait énormément de films. Il a fait des comédies, il a fait des. Il y a une variété de genres. Il a fait des films historiques. Il a fait. Il connaît pas très bien. Puis il reste encore un peu de sincérité, j'ai l'impression. Et surtout, Ken Loach, Ken Loach dit toujours, je fais de la fiction sur la base du réel, et il se met tout le temps à hauteur de ses personnages. Et moi, c'est quelque chose que, on aime ou on n'aime pas Ken Loach, sa manière de filmer, sa manière d'être parfois aussi lui-même un peu naïf, mais il y a quelque chose qui est toujours à hauteur de personnages, et il va jamais rien leur arriver qui ne soit justifié par le scénario, justifié par l'écriture, justifié par une forme de dramaturgie. Et du coup, je trouve que c'est vraiment le jour et la nuit, et surtout, il y a des moments de comédie chez Ken Loach, même dans ses drames, dont les films des frères Dardenne sont exempts. Est-ce que tu sais leur point commun ? Ils sont vieux. Ils sont moins vieux quand même. Ils ont 2 palmes d'or chacun. C'est vrai. Mais j'allais dire, les frères Dardenne, comme ils sont 2, ils peuvent peut-être en avoir une chacun. Je me demandais juste ce qui faisait que pour toi les Dardenne n'étaient pas à hauteur, c'est le côté. En tout cas, dans les derniers films, je te parle dans ce film-là, il y a vraiment un truc très surplombant de on regarde les personnages et on les. Qu'on avait diffusé. Ouais. Moi, j'ai aussi une question, c'est que ces personnes-là, au bout d'un moment, la différence, c'est aussi qu'on les entend, les Dardenne, le reste de l'année, au-delà de quand ils font leurs films, parce que pour moi, tu peux pas faire des films tous les 2 matins sur les pauvres femmes pauvres et ne jamais te positionner clairement sur qu'est-ce qui fait qu'elles restent pauvres et femmes et pauvres. Je pense qu'ils sont assez engagés, je crois, en Belgique quand même dans tout un tas d'associations et de machins. Mais surtout, en fait, un débat presque autre parce que. Non, je sais. En fait, je dis ça. La vérité, c'est que moi, j'ai vu aucun film de Dardenne, donc c'est dire. Mais en fait, c'est juste que ça me saoule d'entendre à chaque fois ce genre de personnes, un peu comme, en fait, je parlais tout à l'heure de Audiard sur Emilia Pérez, qui blablabla dans son film, mais quand il s'agit d'être sur scène et de récupérer, de donner la lumière aux personnes qui sont vraiment en précarité, qui ont un lien avec son film, une fois qu'il a le pouvoir de le faire, il a dit non, je le fais pas parce que j'ai pas gagné. Tu vois, et donc ça me saoule en fait ces personnes de. Je sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus. Je pense qu'Audiard est beaucoup plus cynique que les Dardenne quand même. Mais c'est vrai qu'eux, ils construisent leur carrière dessus, quoi. Donc il y a quand même. Et moi, en fait, c'est même pas sur leur vision politique, je pense que c'est la manière dont ils conçoivent leurs films, dont ils écrivent leurs films. C'est-à-dire que sur leur dernier film, Tori et Lokita, ils ont dit un truc en interview qui pour moi est l'aveu de faiblesse en fait de leur système aujourd'hui, qui est vraiment devenu ce système Dardenne. C'est qu'ils disent Tori et Lokita, ça se termine mal parce qu'on n'a pas réussi à la sauver. Et t'es un peu dans ce truc de genre les mecs qui sont genre les papas de leurs personnages, et ça se sent vachement dans ce film, quoi. C'est un truc genre les 2 mecs qui sont là, on va essayer de les sauver parce qu'on est un peu leur papa, quoi. Et c'est ce système là, moi, qui... c'est paternaliste au
et qui moi me du met terme. hyper mal à l'aise. Moi, je ressens même pas du paternalisme là-dedans. Je ressens plutôt du désintérêt et de la mauvaise foi, quoi. Enfin, vraiment, genre un désintérêt pour l'histoire racontée. Est-ce que c'est un film qu'on risque de retrouver dans nos flops? Ah oui, mais moi, je crois que j'ai passé ma pire semaine de cinéma cette année. De cette année, cette semaine. On est en notamment fait, à cause de ce film. quand Moi, on il passe sera juste dans après. le flop, Et bah génial, on passe un bon moment. Et bah du coup, le film d'après, donc c'est Hot Milk de Rebecca Linkiewicz. C'est un premier film. What would you do if I could walk? Be happy. Rose et Sophia, qui sont donc une mère et une fille, sont un été dans une station balnéaire au sud de l'Espagne parce que Rose, donc la mère qui a une maladie qui la cloue globalement dans un fauteuil roulant, vient rendre visite à un étrange docteur Gomez. Sa fille Sophia profite du fait que sa mère soit occupée pour nouer on va dire ressentir une sorte de fascination pour une baroudeuse qu'elle rencontre là. C'est ça. Et c'est adapté d'un best-seller d'une autrice qui s'appelle Deborah Levy. C'est réalisé par une émérite scénariste, enfin émérite, j'en sais rien, mais par une scénariste américaine qui a notamment scénarisé She Said. Je t'ai volé la parole, Non, Alban. bah Dieu, vas-y, je t'écoute. Je crois que c'est ma faute. Elle passe pour la J'ai rien dit, a priori. Elle passe pour la première fois derrière la caméra et moi je trouve ça assez loupé. En revanche, ça m'a donné envie de lire le livre parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes dans le livre. Et moi, ce qui m'a gênée, c'est que j'ai trouvé ça... qu'il y a une espèce d'artificialité totalement construite, quoi. Et qu'on sent qu'elle veut essayer de retranscrire un truc d'étrangeté qu'il doit y avoir dans ce livre, mais qui, moi, m'a complètement tenue à distance. C'est quand même un sujet hyper intéressant parce que cette mère, elle est... on sait jamais... elle s'invente, en fait, a priori, une maladie pour garder sa fille auprès d'elle de manière... auprès d'elle. Et donc, elle est complètement maltraitante et abusive, cette mère. Et je trouve qu'il y a quand même un sujet, tu vois, sur les enfants aidants. Bref, il y aurait plein de choses intéressantes et qui se passe pas parce qu'on n'a jamais accès, je trouve, à son intériorité, au personnage de Sophia. De la fille, donc. Qui est la fille. Elle a donc un espèce de coup de foudre qu'on nous caractérise comme totalement irrépressible, donc pour une femme rencontrée sur la plage, interprétée par Vicky Krieps. Moi, jamais je ressens... et Fiona Shaw, la mère. Et moi, jamais je ressens quoi que ce soit de... je trouve qu'il n'y a aucune sensualité et j'y crois pas non plus du tout à leur coup de foudre. Je trouve qu'en plus, Vicky Krieps n'a jamais été autant sous-exploitée et Mama Kay, moi je trouve que c'est une mauvaise actrice, mais alors là vraiment je pense que le film aurait été mieux quand même s'il y avait une actrice un peu plus sensorielle, quoi, si on ressentait un peu plus des choses. Elle est super dans Alpha. Elle est dedans ? Oui. Ah, ok. Et par contre, Fiona Shaw c'est pas ironique, elle s'en sort bien alors qu'il n'y a pas grand-chose du film. C'est pas une vraie... Moi, dans ce film, elle m'a vraiment pas convaincue. La seule qui m'a convaincue, pour le coup, c'est Fiona Shaw. Il y a vraiment un truc, elle est tellement mauvaise que parfois elle en devient elle en devient un peu drôle malgré elle et tout. Il y a vraiment un truc qui se passe, je trouve, autour de ce personnage. Mais non, moi j'ai été assez agacée et j'ai trouvé ça très vain et très cru. Alban, est-ce que tu as passé une meilleure journée que Manon ? Bah ouais, j'ai passé une meilleure journée et surtout une meilleure séance de cinéma. Et ouais. Je dis pas que c'est un grand film, mais étant donné les avis que j'avais pu entendre à droite à gauche, et je m'attendais vraiment à avoir la purge post-Cannes, et en fait ça n'a pas été le cas. Pour plusieurs raisons, je suis d'accord avec toi sur certains points que le film aborde plein de sujets sans vraiment les traiter. Mais ça m'a plus frustré parce que lorsqu'elle se met vraiment à faire du cinéma, lorsqu'elle propose quelque chose à la fois visuellement et dans le scénario, des sortes de petits moments en fait vraiment assez puissants, je trouve qu'elle le fait méga bien. Et en fait, c'est ça qui m'a frustré, c'est que à chaque fois qu'elle se saisit d'un sujet, même si elle va pas au bout, on sent qu'il y a quelque chose. Et en tout cas, c'est vraiment une réalisatrice dont j'ai envie de voir les prochains films parce que je trouve que c'est un cinéma qui est plein de promesses. Par ailleurs, je trouve que sur cette histoire, jamais en fait c'est décrit, ou peut-être dans le roman, mais pas dans le film, jamais c'est décrit comme un coup de foudre complètement irrépressible. C'est jamais décrit comme ça. C'est une femme qu'elle croise, elle a envie de passer un moment avec elle le fait. Je trouve que par ailleurs ça peut être très sensuel, ça l'est pas à chaque fois, mais ça l'est. Et je trouve un peu dur. Et c'est vraiment, j'ai vu pas mal de critiques aussi écrire ce genre de choses, et je suis pas d'accord. Je suis complètement pas d'accord avec ça. Effectivement, ça marche pas à chaque fois, mais quand ça marche vraiment. Je trouve que Emma Mackey, et j'en ai déjà parlé à ce micro,
j'aime pas cette actrice, je trouve qu'elle joue mal, je trouve qu'elle surjoue tout le temps. En fait, on est vraiment. Vous avez contre Emma Mackey? Non, voilà, moi je l'ai vu dans des films où vraiment, en plus, les films étaient mauvais, donc ça. Et elle fait pas les bons choix. Et même dans Sex Education, tu l'aimes pas? J'ai pas vu Sex Education. Okay. Et là, je trouve que étonnamment, et je m'excuse auprès d'elle, étonnamment, elle est bonne. Et en fait, je trouve que elle apporte quelque chose à ce personnage, et je trouve qu'elle lui donne une forme de retenue, une forme de cocotte minute qui est prête à exploser à tout moment, qui est plutôt bien maîtrisée. Je suis d'accord avec toi sur Vicky Krieps, elle est sous-exploitée totalement, et c'est un peu le point noir du film. C'est à la fois ce second rôle-là et le second rôle du médecin, où je trouve qu'il y aurait énormément de choses à dire. Qui est joué par Vincent Pérez, qu'on n'a pas vu depuis La Momie de la résurrection. Je trouve qu'il joue assez bien. Vous êtes méchant, il a fait un film. Ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on l'a pas vu. Bon les gars, j'ai parlé 5 minutes, on va en parler s'il vous plaît. Et je sens qu'il a vraiment, enfin son personnage a quelque chose à dire en tout cas, et lui aimerait insuffler une sorte de profondeur, en tout cas quelque chose d'assez puissant à ce personnage dont la réalisatrice ne s'empare pas. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le film, il y a vraiment des purs moments de cinéma. Et je parle pas de la scène finale où vraiment c'est une scène assez suffocante, et je pense qu'elle est complètement tirée du roman, mais la manière dont c'est mis en scène et la manière dont Emma Mackey dans son jeu arrive à transgresser tous les codes que sa mère lui inflige depuis le début du film, je trouve ça vraiment bien foutu. Et je trouve que même dans ce que le film essaye de dire, dans cette relation mère-fille, dans les traumas de l'enfance, dans ce qui est acquis, ce qui est inné, qui est cité dans le film, parce qu'elle fait une thèse sur Margaret Mead, elle fait une thèse en anthropologie, c'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est pas un film qui est complètement creux. Je trouve qu'elle essaye de faire des choses même visuellement, avec des tics très discrets, où on ferme l'œil, où on tire les gencives, etc. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... Voilà, elle a essayé de faire quelque chose, parfois ça prend pas, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a plein d'idées, cette réalisatrice, et j'ai hâte de voir ses prochains films. Film qui était à Berlin, donc pour toi une belle promesse, pas partagée par Manon. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, quand tu dis elle essaye de faire des trucs, moi je trouve elle tire vachement vers Yorgos Lanthimos, un peu dans le côté un peu étrange et avec des choses un peu bizarres qui se passent, mais avec juste voilà cette surface, je trouve, d'étrangeté et en dessous, alors que le propos est quand même consistant, je pense. Enfin, moi je le ressens pas du tout, en tout cas à l'écran. Et Alban l'a plus ressenti que toi, donc voilà, allez voir Hot Milk pour vous faire un avis, savoir si vous êtes team Dr Alban ou team Manon. Oh, la vengeance tardive. C'est l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. J'annonçais en intro qu'on aurait une carte blanche à deux têtes. On a aussi une reco à deux têtes, puisque Valentin et Félix, vous êtes allés voir Les Maudites. Oui, moi j'en sors. Les Maudites, premier film de Pedro Martín Calero, qui est un réalisateur espagnol. Alors ça raconte l'histoire de plusieurs jeunes femmes qui sont hantées par une entité qu'elles ne peuvent pas voir, mais par contre la technologie autour d'elles semble la capter. Elles peuvent un peu entendre des bruits étranges avec leurs AirPods, et surtout dès qu'elles filment en fait les choses avec une caméra ou avec un téléphone, elles voient une silhouette potentiellement un peu derrière elles. C'est un film qui est très étonnant, qui est assez lancinant, il redémarre plusieurs fois, il a un rythme vraiment très particulier. J'aime pas utiliser ce mot, mais je trouve que le film est assez magnétique, voilà, pour le coup, avec des vrais moments de mise en scène qui sont hyper intéressants. Je trouve que on sent que le réalisateur s'est posé la question de digérer un peu des influences, parce qu'on pense évidemment à It Follows, mais on pense aussi à Blow Up par exemple, et de comment en fait on peut essayer de faire de l'horreur autrement, avec notamment les nouvelles technologies et avec les écrans de téléphone, etc. Et c'est pas gimmick, c'est pas gadget. Je trouve qu'il y a des vrais moments horrifiques extraordinaires dans ce film avec ces outils. Après, bon, je trouve que l'écriture par moments patauge un petit peu, et le final est pas complètement convaincant, notamment parce que le film essaie d'étaler un peu son discours dans la pure tradition des films elevated horror du moment. Mais vraiment, je trouve que c'est quand même une curiosité qui est assez intéressante, donc je vous encourage à aller voir ce film, et surtout je vais suivre le travail de ce réal parce qu'il est très prometteur, quoi. Valentin? Ouais, pas mieux. C'est un film qui est un peu en 3 parties, tu disais, qui redémarre plusieurs fois, dont la dernière est vraiment moins convaincante parce qu'il y a ce côté de oui, attention, c'est un film sur les violences sexuelles, et on avait tout capté dès minute 1, on avait compris ce qui se passait. Je trouve effectivement comme toi que le film est globalement un peu faible sur son écriture, mais par ailleurs c'est très réussi, et que cette capacité à mettre en scène vraiment des choses par l'écran, par la représentation, par le truchement de la technologie, c'est assez impressionnant, parce que c'est vraiment casse-gueule, et vraiment on y arrive vraiment, quoi. Il y a un moment où je sens l'enfermement, je sens le besoin absolu d'avoir cette technologie à côté pour à la fois voir et en même temps la dépendance absolue à ce truc, parce que peut-être que s'il n'y avait pas de technologie, il n'y aurait pas, et le film laisse un peu planer ces trucs, de peut-être que s'il n'y avait pas de technologie ou de truchement, précisément il n'y aurait pas d'horreur en fait, in fine. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et puis le film a une petite séquence aussi où on est dans le
dans le passé, donc, avec une caméra vidéo. Et donc, il y a tout un moment où une réalisatrice amateur va vraiment s'éprendre d'une jeune femme en Argentine et va la filmer à son insu. Et donc, il y a tout un tas de séquences qui sont bien réussies, justement, sur, à la fois en termes de mise en scène et à la fois en termes de discours, sur un personnage qui vient vraiment en capter et en vraiment effectuer une sorte de rapt sur un autre et violer son intimité. Il y a quelque chose d'assez troublant sur le cinéma, le truchement même de la caméra de cinéma, quoi. Donc, le film a un petit peu ce repli-là qui est assez intéressant. Et donc Les Maudites qui est à voir en salle. Et toi, Yuri, tu voulais nous recommander Mot Blanc d'une série. Oui, une série créée par Ronald Bennett avec Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, Toby Jones. Plein d'autres encore. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. On en parlera peut-être plus longuement si on a le temps. En tout cas, ça débarque le 30 mai sur Paramount+. C'est une série de mafia. C'est une série familiale. C'est une des meilleures séries que j'ai vues récemment. C'est truculent, anglais au possible. Tom Hardy joue un grand taiseux mutique qui pète des gueules, évidemment, on est là pour ça. Mais et je te dirais que c'est son meilleur rôle de taiseux mutique qui pète des gueules. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est Pierce Brosnan en patriarche mafia irlandais, mais enfin incroyable, qui fait un accent coupé au couteau. Sa femme Helen Mirren qui est complètement folle et qui globalement fout le bordel. Évidemment, ça va être des histoires de pouvoir, ça va être des histoires de lutte intestine entre plusieurs clans. C'est brillamment écrit, c'est impeccablement interprété avec une réalisation aux petits oignons. Je vous le conseille à 100%. Voilà. Eh ben écoute, tu nous le conseilles à 100% sur Paramount+, à partir du 30 juin. Du 30 mai, donc dans deux jours en fait. Ou 30 juin, ça aurait fait un petit peu loin. J'ai pris un peu d'avance. On termine avec, je vous l'avais promis, une carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Avant de vous lancer sur la carte blanche, je tiens quand même à préciser que vous nous avez fait voir Eurotrip, Laurent et Yuri. Oui, c'est une prise d'otage un dimanche après-midi. On vous a proposé gentiment de regarder un film de cinéma dont on va vous parler ce soir, Eurotrip ou Sex Trip dans son titre français. On voit qu'on fait pas dans la dentelle. C'est donc un film américain sorti en 2004 aux États-Unis, mais direct en vidéo chez nous la même année. C'est le seul film de cinéma réalisé par Jeff Sheffer, son réalisateur, qui est plutôt connu comme auteur et réalisateur de séries sur Seinfeld ou Curb Your Enthusiasm, par exemple. Et ça raconte l'histoire d'un groupe de lycéens qui viennent de passer leur bac et qui partent en voyage en Europe et à qui il va arriver des aventures toutes plus cocasses les unes que les autres. Il n'y a pas vraiment de star au casting. La seule qui est un petit peu connue à l'époque, c'est Michelle Trachtenberg, la regrettée Michelle Trachtenberg, qu'on a découvert dans Buffy contre les vampires à l'époque et qui était très jeune, et elle joue un de ses premiers rôles au cinéma. Et sinon, on a, en dehors en fait des personnages principaux qui sont ultra fadas et que tout le monde a oublié, il y a une galerie de caméos assez improbable avec par exemple Matt Damon, Fred Armisen ou encore Vinnie Jones, qui font tous un petit peu n'importe quoi et qui jouent tous des tout petits rôles. Et ce film, comme beaucoup en fait d'autres qui pullulent à la fin des années 90, début des années 2000, arrive aussi dans un contexte où les adolescents deviennent de nouveau une manne financière intéressante pour les studios, puisque ces films jouent avec les limites de ce qui est autorisé, montrable à une époque où en fait Internet n'est pas encore généralisé mais commence à être développé. Donc on commence à pouvoir se partager un peu des séquences cultes sur des sites de partage de vidéos, et où les réseaux surtout sociaux n'existent pas encore, et du coup ça devient un peu l'expérience commune des ados, parce que l'été, ces ados-là se font chier, les hormones sont en feu, et Hollywood a la réponse pour eux, des grosses comédies débiles sur le passage à l'âge adulte avec des meufs un peu à poil. Et en fait, on a décidé de vous parler de ce film parce que on l'avait vu tous les deux un peu à l'époque et qui nous a un peu marqué parce qu'il était totalement scandaleux. Déjà parce qu'en fait, le film est agressivement cliché, c'est-à-dire qu'il y a au point que ça devient presque insultant. Les Allemands sont des nazis, les Anglais sont alcooliques et violents, les Français sont infidèles. L'Europe de l'Est est un endroit hyper pauvre et globalement dégueulasse. On y va à fond, il n'y a vraiment pas de limite. Et le film reprend en plus pas mal de choses qui sont assez classiques des teen sex comédies de l'époque. D'une part, la représentation des femmes qui est franchement déplorable. Elles sont presque toutes cantonnées à un rôle d'objet sexuel à moitié, voire complètement débile. Mais aussi avec une espèce de peur latente de l'homosexualité qui est vue comme un truc... Ce qu'on avait oublié. Qu'on avait complètement oublié, qui est vu comme un truc que les protagonistes masculins doivent fuir comme la peste. Évidemment, on va pas parler de représentation des minorités dans le film parce qu'il n'y en a pas. Et aussi tout un délire un peu chelou sur l'inceste à la fin dans le film qui est traité de manière genre ultra vénère.
clairement, en fait, le film était déjà un petit peu tribunal à l'époque. Et en fait, ce qui nous avait marqué, c'était dans une optique de surenchère de ce type de cinéma. Le film avait été un peu marquant pour les gens qui l'ont vu, même si évidemment, avec le recul, on pourrait plus du tout le faire aujourd'hui de la même manière, pour des raisons évidentes. Et en fait, heureusement, c'est vraiment pas plus mal. Et parce qu'en fait, à l'époque, quand on a grandi dans ces années-là et qu'on a vu ces films-là, ils étaient cultes, et les American Pie, etc. en font partie, parce que c'est des films qu'on avait vus sans les avoir vus. C'était des scènes qui étaient racontées dans les collèges et les lycées, si bien qu'en fait, malgré leur très piètre qualité cinématographique et scénaristique, ils s'inscrivaient quand même dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, rien ne vieillit quand même moins bien que l'humour, et que du coup, c'est aussi intéressant de les revoir dans ce contexte-là, parce que de voir ce qui, à l'époque, faisait rire les gens, qu'est-ce qui était de l'ordre de l'acceptable socialement, et qu'est-ce qui, en fait, dans ce film en particulier, poussait les limites assez loin pour le public adolescent de 2004. Parce que c'est vrai qu'il faut pas... T'étais très jeune, t'étais même pas ado, Yuri. Non, mais je l'ai vu en 2005-2006. Plus tard. Moi, je l'ai vu, je pense, en 2004 ou 2005. Mais bon, c'était sorti en DVD, en fait. Donc, il n'y a pas eu de sortie cinéma en France. C'est un truc qu'on se passait un peu sous le manteau. Enfin, il y avait une espèce de mythologie autour de ces films qui sont parfaitement inoffensifs, en fait. C'est ça qui est marrant. La sortie du DVD en France, c'est une version non censurée, avec quelques secondes de plus, d'ailleurs, de Booba. Enfin, bref. c'est vraiment bien. On pourrait faire tout un truc sur la distribution et la production de ce genre de film. Mais il y a un truc, en fait, qu'il ne faut pas non plus complètement occulter, c'est que, bon, en fait, le film est assez drôle. Ouais. C'est-à-dire que ça a vachement vieilli, hein, évidemment, ça marche plus du tout aussi bien. Mais en fait, la particularité des teen movies de cette époque, et celui-là, je trouve, est un exemple particulièrement frappant, c'est que surtout, c'était des films qui étaient beaucoup plus bêtes que méchants. Il n'y a pas vraiment moi, je vois pas vraiment de volonté de nuire, véritablement, dans ce film, et qu'il s'agit juste d'enseigner des gags débiles pour des ados ricains décérébrés. Et Eurotrip, il le fait vraiment d'une manière peut-être plus débridée, encore que la plupart de ses homologues teen movies. Ce qui fait que ces séquences cultes sont vraiment cultes, dans le sens où le gamin nazi, c'est quand même une séquence qu'on a retenue. Qui est un truc, dans le fond, moi, je trouve qu'il y a un truc assez rafraîchissant de voir un film qui en a tellement rien à foutre, qui te fait un film sur un gamin nazi en Allemagne au début des années 2000, qui est un gag 1000% éculé, et que tout le monde trouve déjà interdit à l'époque. Et je pense qu'en fait, l'enjeu aujourd'hui, et ce qu'on peut garder un peu de ce genre de film, c'est de savoir en fait garder un niveau de stupidité et de candeur qui est assez rafraîchissant, qui va avec, mais tout en nous gardant en tête tous les enjeux de représentation en fait qu'on occultait complètement à l'époque, et qui aujourd'hui sont complètement incontournables, et essayer de réussir à mixer les deux. Et je précise que tu voulais dire... tout, non, que Curb Your Enthusiasm, c'est Larry et son nombril en VF, et que moi j'avais entendu parler de Eurotrip dans un documentaire sur les teen movies qui s'appelle Beyond Clueless, où le film était abordé seulement par l'angle de la peur de l'homosexualité. Qui est un délire hyper chelou quand même. Mais en fait, très bizarre. Alors, pour dire, enfin, bizarre, non, de l'époque. Hein. Mais bien sûr. Oui, mais là c'est tout le pitch du film repose là-dessus. Et globalement. Ah oui. Et surtout que quand on a revu le film, on avait complètement occulté. Enfin, moi, j'avais occulté de ma mémoire le passage avec Fred Armisen, qui joue un Italien scandaleux, qui se colle contre les personnages principaux en disant scusi. Enfin, c'est parce qu'il avec un accent italien dégueulasse. Non, mais c'est. Pardon. Dire qu'il faut voir le film ou pas ? En fait, c'est que il est hyper intéressant dans son contexte, et que en fait non, justement, on l'a vu pour vous. Et on l'a testé pour vous, et à ne pas reproduire chez soi. Alors, la carte blanche s'appellera tester. C'est intéressant à revoir dans son contexte, parce qu'il y a à boire et à manger dedans, et il y a des trucs qui sont interdits et des trucs qui sont relativement rafraîchissants. C'est un objet d'étude, Rita. Voilà. De la carte blanche. Le film se termine quand même. Eurotrash pour que vous ne le veniez pas. Ou alors Sex Trip pour cette française. Eurotrash, c'est pas ça. De Cône. C'est la fin de cette émission. Je dis comme à nos nouveaux auditeurs que c'est vraiment très... Non, mais pas ça, mais que c'est très cool s'ils peuvent liker et commenter nos vidéos, les podcasts, etc. Parce qu'on vous répond dans un courrier des auditeurs chaque semaine, sauf cette semaine où on vous a souhaité la bienvenue. Donc voilà, merci à vous, à la semaine prochaine.